Salut, ici Anthony Fontaine. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la première Minute NAC de 2025, puis question de commencer l'année sur des bases solides. Je te parlerai pas de leurs produits qui sont exceptionnels, mais je vais te parler de l'entreprise puis de ce qui la rend si exceptionnelle. NAC, ça a été créé ici au Québec par des athlètes d'endurance pour des athlètes d'endurance. Toute l'année, tu vas m'entendre parler d'Ultra Énergie. La science de l'Ultra Énergie fournit une alimentation complète pour vous aider à aller plus loin et surtout plus longtemps. Que ce soit les bars, les gaufres, les gels ou les purées, quand tu choisis un produit de la gamme Ultra Énergie, tu sais que tu vas avoir un mélange de glucides naturels, simples et complexes pour éviter des chutes de sucre et assurer une énergie durable. Tu vas avoir des protéines complètes avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire, puis surtout un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus. Tout est là pour optimiser ton endurance et ta performance. Nouvelle année, mais toujours le même code promo, pas sorti du bois, pour t'offrir un petit 15% de rabais sur le nac.com, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. D'abord, bon début d'année tout le monde, on vient de commencer 2025. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous avez eu du fun en famille, du fun entre amis, du fun dehors, puis que vous commencez l'année 2025 avec plein de projets, de courses, de sport, peu importe, les projets plein la tête. C'est ce qui nous garde en vie, puis je pense que c'est le trait commun de tout le monde dans notre communauté, c'est d'avoir des projets, quels qu'ils soient, peu importe les objectifs. Fait que je vous souhaite de la santé, du fun dans vos projets, puis je souhaite la bonne année à mon invité, Anthony Fontaine. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick. Bonne année à toi aussi. Bonne année tout le monde aussi. Merci. Écoute, Anthony, t'es un coureur de trail, t'es un gars qui est impliqué auprès de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, mais t'es aussi technicien en avalanche. Tu travailles pour Avalanche Québec. Fait que vous comprendrez, les auditeurs, qu'on va pitcher dans plusieurs directions parce que ton parcours de coureur est super intéressant, puis j'ai le goût qu'on jase de ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre le ski de haute montagne, ou en tout cas les gens qui explorent la haute montagne en hiver, puis les risques avec les avalanches. Il y a beaucoup de liens à faire avec tout ce qui va avec le trail, l'ultra trail. On est dans des environnements hostiles, puis il y a des coureurs qui pratiquent beaucoup de ski de rando, puis quand on fait du backcountry dans les chic-chocs, dans ton terrain de jeu à toi, Anthony, il y a des risques, puis malheureusement, il peut arriver des situations qu'on souhaite à personne. Fait que j'ai l'impression qu'on va jaser de trail, style classique pas sorti du bois. Puis ensuite, on va tomber en mode un peu plus sujet pointu parce que, je vais vous l'avouer, moi, je connais absolument rien. Puis je pense que c'est ça qui va être la meilleure façon d'explorer le sujet. Je vais te poser des questions niaiseuses. Puis je suis certain qu'il y a des auditeurs qui vont écouter, qui vont faire « Hey, je l'aurais posé moi aussi parce que je savais pas ça. » Fait que plein de sujets abordés. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun. Mais la première question, Anthony, le classique à pas sorti du bois. Qu'est-ce que tu bois? Ouais, j'ai ici une Lion de mer de Okay. Nano Cinco. Donc, c'est une Je connais pas microbrasserie Nano Cinco. c'est une microbrasserie de Limoilou. Okay. Moi, c'est des amis à moi qui ont ouvert ça il y a 2 ans. Là. Je pense qu'ils fêtent leur 2e anniversaire là, cette semaine, si ça se trouve. C'est en Limoilou, je connaissais même pas ça. Nano Cinco. Ouais. Donc, je te le recommande. Ils ont un petit bar en plus à l'étage. Ils font des pub quiz. D'ailleurs, on va faire un pub quiz avec Avalanche Québec le 29 janvier en après-midi. Fait que Très, si jamais très c'est cool. une invitation. Mais c'est une très bonne bière New England IPA. Ah, ben cool. Écoute, débouche ça. Moi, de mon côté, je reste quasiment dans le même quartier que toi. Je monte un petit peu au sud. Je vais dans le quartier Saint-Roch avec Noctem. Bien sûr, un partenaire du podcast depuis plus de 2 ans. C'est une Ultrason, une New England PA. Fait que, cheers, Anthony. Merci d'être là. Santé! Nano Cinco, j'en reviens pas, une micro dans les Moilous que je connais pas. Et là, va falloir que je remédie à la situation. Voilà, c'est lancé. Je le recommande. Merci. Écoute, Anthony, je le disais, parcours de coureur, parcours de gars qui est impliqué dans le monde du trail, mais aussi parcours de technicien en avalanche. Commençons, faisons un reculons dans le temps, puis commençons au début. Parle-nous de toi, ton parcours de sportif, ce qui t'a mené à la course. Ouais, ben
Si on va vraiment loin, mettons, déjà au Vraiment loin parce que secondaire, t'as 60, 65 ans. ouais, ben j'aspire à vivre jusqu'à 125 ans d'ailleurs, OK, là, mais OK, ça parfait. c'est Fait qu'en- d'autres, c'est une autre histoire. Mais non, mettons qu'on va secondaire 1, tu sais, on avait déjà l'événement qui s'appelait la trotte. Moi, j'étais dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, plus particulièrement, plus précisément à Iberville. Fait qu'on avait la trotte à chaque début de saison, donc en début d'automne, là, qui était entre 1 et 5 kilomètres qu'on choisissait. Puis là, ben moi, déjà en secondaire 1, je choisissais le 5 kilomètres, ce qui était peu commun. En fait, il y avait très peu d'élèves qui choisissaient ça en secondaire 1. Par la suite, c'était plus populaire. Fait que moi, c'était tout le temps, tu sais, déjà là, c'était comme un peu la distance inatteignable, si on veut, qui est un 5 kilomètres qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on le sait, il n'y a pas de petite distance, mais on fait cette distance-là un peu les mains dans les poches, si on veut, là. C'est moins insurmontable que le petit gars de 12, 13 ans qui se dit je vais choisir la plus longue distance disponible. On voit déjà que tu avais cet attrait-là d'aller un peu plus loin. Exact. Puis, tu sais, c'est probablement ce qui m'a un peu donné la piqûre par rapport à la course, si on veut. Puis, tu sais, j'arrivais à la fin de mon 5 kilomètres puis j'étais détruit, là, sans surprise. D'aller à Euh, fond, là. exact. Puis, par contre, ensuite, tu sais, j'ai tout le temps couru pour le plaisir. Moi, j'allais souvent à la montagne près de chez moi, à Saint-Grégoire, au Mont-Saint-Grégoire. Mhm. J'allais courir le sommet, jusqu'au sommet. Tu sais, je partais en vélo, je faisais des allers-retours, je restais, tu sais, je pouvais passer la journée en montagne ou le temps que j'avais, peu importe. Puis je m'amusais comme ça, sans nécessairement dire que je m'en allais courir. Euh, Par la suite, c'était plus comme comment j'avais le sport dans ma vie. C'était tout le temps à travers des défis, des courtes expéditions ou des longs trips, mettons, des longs voyages. Euh, Puis je me challengeais un peu tout le temps comme ça, en faisant tout le temps des distances que je croyais dans mon imaginaire insurmontables, mais que je savais que fallait juste être patient puis bien l'appréhender. Mhm. Je donne un exemple, mettons, euh, un de mes gros défis après le secondaire, c'était de traverser le Canada en vélo. Là, OK. ça, je trouvais ça relativement insurmontable. Par contre, je savais qu'on mettait le temps puis qu'on allait y arriver, peu importe ce qui se passe. Fait que j'avais déjà cet esprit-là de passer à travers des épreuves qui ressemblent à un peu d'ultra-endurance, mais que j'avais jamais entendu ce terme-là avant, là, tu sais. Tu avais déjà la réflexion de prendre son temps, de laisser le temps faire les choses, laisser l'entraînement faire, je veux dire, comment dire, laisser l'entraînement porter ses fruits, puis justement builder up vers traverser le Canada. Tu avais déjà cette réflexion-là. Ouais, ben on peut dire ça comme ça. Euh, puis tu sais, c'est ça, mettons, après jour 10 ça se peut que t'aies développé quand même des douleurs, mais jour 14 que ça aille vraiment, vraiment mieux, puis que là, une journée à la fois, on fait peu importe la distance qu'on fera pendant la journée, on avance, puis le défi, il diminue à vue d'œil, là, tu sais, rendu là. Puis tu l'as fait de traverser le Canada. T'avais quel âge à ce moment-là? Hmm. J'avais 18 ans à ce moment-là. OK, quand même. Fait que c'était comme ma première grosse expérience, là, si on veut, dans le monde de l'ultra, je dirais, parce que ça Ben ressemble quand oui. même un peu à ça, C'est de même si l'ultra, je le mais à voyais chaque pas comme jour. ça. Ouais, exact, exact. Puis là-dedans, il y a plein de paramètres qui entrent, c'est-à-dire gérer son effort, la nutrition. Tu étais déjà en train d'être un mini laboratoire pour ce qui allait te servir plus tard en ultra, là. Absolument. Puis surtout le côté mental de la chose, là, Ah que oui. t'es vraiment beaucoup dans ta tête, là, sur ton vélo, surtout sur la route, sur la trace canadienne, avec des véhicules qui passent à côté des 18 roues. Donc là, c'est quand même un autre aspect qui te joue dans la tête. Fait que il y a comme cet aspect-là qui s'est développé de cette façon-là, sans que je sache qu'un jour ça allait me mener vers l'ultra, si on veut. Ouais. C'était comme précurseur maintenant qu'on connaît l'histoire, maintenant qu'on connaît la suite, là. Exact. Par la suite, j'ai continué de faire, dans le fond, j'ai poursuivi mon développement en tourisme d'aventure à Gaspé. C'est une OK. technique en tourisme d'aventure là, Ouais. au Cégep de Gaspé. Fait que ça m'a amené le côté vraiment plus justement
planifier des expéditions, d'avoir tout le côté travailler avec dans des environnements un peu plus hostiles, avec les intempéries, l'effet de groupe aussi, bien gérer plusieurs paramètres qui peuvent faire en sorte que une sortie dans l'arrière-pays peut bien ou mal tourner, tu sais. Euh, Puis moi, j'ai toujours eu aussi, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais j'ai toujours eu la passion pour le ski depuis que je suis tout jeune. Euh, Fait que là, je m'en allais vraiment dans ce qui est ski hors piste. Là, c'était un peu ma voie pour développer ce sport-là que j'adorais pratiquer en montagne. Que justement, en allant dans l'Ouest, suite à mon trip de vélo, j'ai comme eu mon introduction à ce sport-là. Puis là, j'ai décidé de me former de d'autres façons en revenant au Québec, comme je viens de parler finalement, puis en faisant des cours de sécurité en terrain avalancheux qui se donnent à travers la technique, puis même en allant, parce que là, on fait des cours récréatifs, de niveau récréatif à ce moment-là, mais moi, j'ai développé aussi dans le cursus professionnel en parallèle avec ma technique en tourisme d'aventure. Donc en même temps, puis là, ça me donnait déjà cette voie-là, si on veut, que j'avais envie de poursuivre là, dès l'année 1 à Gaspé, en fait. Puis, ben, de fil en aiguille, c'est sûr qu'à travers ce programme-là, on fait beaucoup d'expéditions, on fait des connaissances, on joue tout le temps dehors, on fait des choses de plus en plus téméraires ou pas, dans des climats hostiles, puis notre entraînement, finalement, si on veut l'appeler l'entraînement, c'est vraiment d'aller jouer dehors, peu importe le sport, puis de le faire longtemps, puis de bien le gérer, tu sais. Puis est-ce que c'est à travers cette formation-là à Gaspé que t'es pas si loin des Chic-Chocs qui est, je pense aujourd'hui, ta maison, c'est là que tu vis, mais c'est aussi là que tu t'entraînes, c'est là que tu fais du ski, c'est là que tu fais aussi de la surveillance d'avalanche. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans tous les cas, c'est à ce moment-là que tu as découvert cette chaîne de montagne-là? Ouais, ben oui, à ce moment-là, en fait, c'était en 2014. J'ai fait de 2014 à 2017 la technique. Donc, j'ai connu les Chic-Chocs pas mal à ce moment-là, qui était vraiment un énorme coup de cœur, même si je revenais d'aller dans l'Ouest, puis de voir les hautes montagnes du Canada. Les Chic-Chocs sont quand même spéciales, même s'il y a des vraiment plus grosses montagnes ailleurs dans le monde, ça reste que c'est chez nous. Puis, euh, ils ont vraiment un aspect, ils ont un aspect unique, en fait, tout simplement. Ben, Euh, c'est une question que je pensais te poser plus tard, mais là, on tombe dans le vif du sujet. J'ai reçu Juliane au podcast, puis c'est Juliane qui est une coureuse qui connaît le parc de la mhm. Gaspésie par cœur, mais qui est aussi, tu sais, qui étudie là-dedans, puis que la flore des Chic-Chocs, elle nous en parlait avec passion, puis tu sais, elle faisait ce que tu vas faire avec nous pour les avalanches, avec les plantes, puis tout ça. Toi, de par ton expérience, de par ta définition, qu'est-ce qui rend cette chaîne de montagne-là spéciale? Qu'est-ce qui rend les Chic-Chocs uniques? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'amuses autant dans ces montagnes-là après avoir Ouais, vécu des 3 4 000 mètres dans l'Ouest, là? ouais, bonne question, mais la réponse, c'est qu'ils sont très sauvages. En fait, l'accès, tu sais, le slogan de l'UTCC, la barrière impénétrable, ben, c'est aussi ce que Chic-Choc signifie là, en langage Première Nation. Euh, c'est euh, C'est quand même vrai d'une certaine façon. S'il n'y avait pas ce sentier-là, le SIA qui traverse toutes les Chic-Chocs et plein d'autres sentiers à travers les Chic-Chocs, euh, plus méconnus, mais il y a aussi beaucoup de routes forestières et plein de Ouais. chemins secondaires, si on veut. Ben, s'il n'y avait pas ça, en fait, ça serait vraiment difficile d'accéder aux Chic-Chocs parce que la végétation est super dense. Se promener justement en faisant du bushwhack, c'est quand même difficile dans les Chic-Chocs, surtout rendu sur un peu n'importe où, mais mettons dans les sommets ou les endroits où ce que ça a été quand même bûché, les forêts deviennent de plus en plus denses avec la repousse des plus petits arbres, là, si on Ouais, veut. ouais. Tandis que si on va un peu plus dans le côté des Chic-Chocs de l'Ouest, il reste encore plusieurs forêts matures, que là, c'est plus agréable de se déplacer. Euh, mais que ça reste que
c'est un endroit assez hostile parce qu'il y a beaucoup de petits caps de roche à travers tout ça. Puis aussi sur les sommets, tu sais, c'est un peu comme des plateaux que le vent il va affecter vraiment de façon très puissante en fait, là. Donc ça peut être surprenant là, les vents qu'on peut avoir au sommet. Là, tu sais, on a une station météo au sommet du Mont-Saint-Anne, qui est du petit Mont-Saint-Anne, qui est au Mines-Madeleine. Là, c'est dans le secteur, dans ce secteur du parc là, et de la réserve faunique des Chic-Chocs, là, juste à l'est de la 299, là, dans le fond. Puis au sommet de cette station-là, on peut enregistrer des vents là, qui vont jusqu'à 200 km/h parfois, là, ce qui est comparable à des vents qui sont enregistrés aussi au Mont Washington, qui ressemblent à ça. On entend beaucoup parler des vents du Mont Washington qui sont super intenses. Ben, on a ça ici aussi dans les Chic-Chocs. Fait que ça fait en sorte que ça peut, d'avoir ça, tu sais, de savoir qu'il y a ça peut rendre les choses vraiment hostiles très rapidement. Puis c'est quand même le fun d'aller jouer là-dedans, puis de le savoir, puis de se dire qu'on est capable de bien dealer avec cet environnement-là, si on veut. Ouais, ben tu sais, comme tu dis, au Mont Washington, on en parle souvent parce qu'il y a eu le record de tous les temps est enregistré là, mais c'est le même genre de montagne. C'est les Appalaches, ils n'ont pas les hauteurs des Alpes ou des Rocheuses, mais comme tu dis, c'est des gros plateaux en haut, fait que le vent rentre bien plus fort. T'as pas de barrière justement qui vient bloquer le vent, fait qu'il vient de loin puis il vient fort, puis tu sais, je veux dire, les Chic-Chocs, c'est juste la continuité quelques kilomètres plus haut que des Appalaches, puis des White Mountains, puis de toute cette section-là, qui a des montagnes super hostiles. Fait que on entend souvent en trail américaine, on parle beaucoup des grosses courses dans l'Ouest, la Hard Rock, puis tout ce qui se passe au Colorado, puis en Californie, mais dans les communautés trail américaines, les gens de l'Est, puis je suis allé faire Grindstone, puis je l'ai entendu plein de fois, le monde parle de la Beast Coast, parce que sur papier, c'est des courses qui se comparent pas à la West Coast, parce que t'as pas 10 000 mètres pour un 100 000, mais ils ont des enjeux beaucoup plus grands de technicité de sentier, je veux dire, t'es hyper reculé. Tu sais, j'en parlais dans l'épisode avec Dania et Phil, mais il y a eu des températures horribles en Virginie. Mais là, les Chic-Chocs, t'as tout ça, plus t'as pas mal un ratio de dénivelé par kilomètre qui ressemble à l'ouest parce que t'as quasiment 10 000 mètres. Combiné, tout ça donne une bonne explication pourquoi ces parcours-là sont difficiles. Tu disais, tu as beaucoup parlé de ce qui rendait difficile l'environnement des Chic-Chocs, mais c'est ton terrain de jeu. Qu'est-ce qui t'attire dans ces montagnes-là, en ski, à la course, au-delà d'aller se faire vanter au sommet, là? Ouais, ben c'est clair que par la suite, tu sais, après ma technique de tourisme d'aventure, j'ai quand même continué de voyager. J'ai été dans d'autres chaînes de montagnes à travers le monde que j'ai tout autant adoré. Les Chic-Chocs m'ont tout le temps un peu rappelé, surtout parce que, bon, les études faisaient que je revenais au Québec. Après ça, c'était facile de retourner dans les Chic-Chocs l'hiver en même temps qu'étudier. Fait que probablement cet effet-là, tu sais, de les avoir quand même près de où je vivais à plusieurs moments de ma vie, ben, ça faisait en sorte que on y allait, que j'y aille seul, entre amis, en petit groupe, peu importe. J'y ai même guidé aussi, j'y guide encore parfois. Ça fait en sorte que tu développes un fort sentiment d'appartenance à ces montagnes-là, à ce territoire-là. Tu te promènes, puis tu connais de plus en plus là, tous les aspects du territoire sur lequel tu te déplaces. Là, tu sais, tu vas reconnaître la roche puis l'arbre que tu croises à chaque fois là, quand tu prends le même chemin. Là. Puis s'il y a un moment donné, il y a un arbre qui tombe, tu le sais, puis t'es quasiment triste pour lui. Là, tu sais. Mais, Ouais. mais tout ça pour dire que je pense que c'est le sentiment d'appartenance, puis le fait que en tant que locaux, quand on devient un peu plus à s'installer dans les Chic-Chocs, parce qu'il y a quand même un effet là, tu sais, de néo-gaspésien, si on veut, Ouais. là, qui s'installe tranquillement. De plus en plus, tu sais, la communauté a rajeuni tranquillement, ça c'est vraiment le fun. Il y en a beaucoup qui viennent puis qui partent aussi. Puis parfois, il y a des gens qui décident de rester ancrés en Gaspésie. Fait que il y a ce côté communauté-là aussi qui est intéressant parce on est tous venus chercher un peu la même chose en s'installant ici. Puis on est tous là pour l'amour de la montagne aussi et ou de la mer. Tu sais, Mhm. on a comme un peu les deux mondes Ouais. d'une certaine façon. Euh,
Puis, tu sais, plus on se promène avec ces gens-là, ces mêmes gens-là qui restent dans les chic-chocs, ben, on va de plus en plus loin, de plus en plus creux. On essaye de trouver des petits raccoins qu'on, qu'on serait pas allé, tu sais, avant. Fait que même moi encore aujourd'hui, en fait, je dis ça, mais ça fait pas tant d'années que ça que je suis là. Euh, je découvre encore des endroits à chaque hiver ou à peu près. L'été un peu moins parce que l'été c'est plus balisé là. Les sentiers sont évidents à suivre. Tu sais, Ouais. l'hiver, tu pars dans la neige, puis ton chemin il est un peu partout là. Tu sais. Mhm. Ben, Ouais. tu parles de ski de rando, de backcountry. Qu'est-ce qui est venu avant dans ta pratique du sport? C'est le ski avant la course en trail? Je dirais le ski, absolument. Que définitivement que j'ai commencé assez jeune, là, autour de 7 ans, à faire du ski. Je courais pas vraiment à cette Mhm. époque-là. Euh, Si c'est de courir pour jouer à cachette ou whatever, ce qu'on faisait entre amis, là, tu sais. Mais, euh, mais après ça, j'ai surtout développé le ski hors-piste en allant en montagne. Parce Autant qu'au début, c'était été, du ski alpin, au début c'était classique. du ski juste de descente, exact, Ouais, c'est ouais. ça. Puis là, à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'on pouvait aussi monter puis que c'était le fun en maudit. Ben, c'est ça, à un moment donné, je pense que ce qui m'a vraiment donné la piqûre, certes le Mont-Saint-Grégoire, mais quand j'étais dans l'Ouest la première fois, j'ai monté pendant tout un automne à tous les jours avant que l'hiver arrive, une montagne qui s'appelle le Mont-Sulfur à Banff, puis que c'était comme mon terrain de jeu. Là, je pouvais le faire 2, 3 fois dans la même journée si j'avais congé cette journée-là. Puis j'en manquais pas une, puis je faisais up and down, puis je tripais bien raide. Euh, Encore une fois, tu sais, on dirait que j'étais pas dans ma tête, j'étais comme pas en train de courir, j'étais plus comme en train de jouer dehors. Mhm. J'allais pas me faire un 5 km ou 2, 3 km autour de chez nous sur l'asphalte, mettons, là. Puis aujourd'hui, mettons qu'on fast forward, quand tu vas t'entraîner dans un chic-choc, quand tu vas t'amuser dans un chic-choc, tu joues dans le bois ou tu t'entraînes? Ouais, c'est rare que je mets le mot entraînement sur ce que je fais, effectivement. Tu sais, quand je vais dans les chic-chocs, ouais, tu sais, mais j'ai quand même tout mon été pour jouer dehors. Euh, Étant donné que je travaille l'hiver surtout. Ouais. Donc, je vais surtout explorer. Je me fais des différents parcours. Idéalement, idéalement, je vais idéalement, je varie mes parcours là, à chaque jour. Ouais, je suppose que Euh, en étant là sur place, en l'explorant aussi d'hiver, tu dois avoir les sentiers balisés que tu connais, les sentiers du parc national, le SIA. Puis tu dois des fois aller rechercher des spots que tu as trouvés en ski parce que justement tu étais en backcountry puis tu as suivi une ligne puis finalement tu t'es ramassé une place que tu pensais pas. Puis là, tu dois faire des parcours puis voir s'il y a des gens qui sont déjà passés là puis essayer de découvrir des nouveaux endroits avec les pieds, là. Surtout, mettons l'été, tu sais, je reste dans les sentiers, mais j'arrive souvent. Il y a beaucoup d'endroits que tu arrives au sommet de certaines lignes, notamment. Tu sais, au Mont-Albert, au Mont-Logan, ces endroits-là qui sont magnifiques, là, autant l'été que l'hiver. Quand t'es au sommet, peu importe l'été ou l'hiver, tu sais, tu regardes, c'est le fun de voir l'environnement l'été, Ouais, de ce que tu skis l'hiver, finalement, ouais, ça te donne un autre visuel puis un autre aspect intéressant. Mais j'ai encore de la misère à dire lequel est le plus beau entre les deux. Tu sais, je pense que ouais. c'est juste l'amour des deux, tout simplement, là. La L'amour des combinaison des deux. montagnes en général. Ouais. À quel moment la pratique de jouer dans le bois est devenue de la course, puis on se prend des dossards, puis on se met Mhm. à faire des courses de ce que j'ai pu chercher puis trouver comme résultat, c'était une progression assez rapide dans les distances. Ouais, ouais. Dans le fond, un moment clé probablement que je faisais beaucoup de traverses dans l'Ouest en randonnée, en fait. Euh, Parce que j'ai été quand même 5 étés dans l'Ouest à chaque été, puisque je guidais là. OK. Fait que je faisais des traverses les fins de semaine ou les journées de congé. Puis, à un moment donné, m'est venue l'idée de vouloir faire des randonnées que j'avais faites en une journée, en courant. Fait qu'avec un ami, ça l'a donné qu'on est allé la faire. C'était 47 kilos. C'était sur la Skyline Trail à Jasper, dans l'ouest.
Euh, Magnifique. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça retourner la faire aujourd'hui parce que là, c'était ma première expérience. Puis rendu à la fin, c'était un gros sentier, 7 kilomètres roulant, un genre de chemin forestier. Puis j'étais comme plus capable de descendre rapidement en courant, tu sais. Par contre, tout s'est super bien passé, mais tu sais, j'avais pas de veste de course. J'étais parti avec un petit sac à dos 20 litres Black Diamond, vraiment pas si confortable, une palette de chocolat, puis une bouteille d'eau de 1 litre Nalgene là, qui bounçait dans le sac, avec probablement les bons vêtements par contre, là, quand même, au cas où ça tourne mal, mais Ouais. vu qu'on savait qu'on allait être rapide, on s'était dit on partait super léger, mais je connaissais pas encore les bonnes pratiques, si on veut, ou les pratiques agréables du sport. J'avais pas geeké encore, rien de Ouais, tout c'est ça, ça. là. C'était un baptême par le feu. Exact. Puis par la suite, Mais ça l'a euh, allumé quelque chose. Au-delà que le chemin d'accès était tough à la fin. absolument. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as senti, OK, je pourrais faire ça plus souvent, des longues traversées ou des longues sorties, mais à la course plutôt qu'à la rando? Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai vraiment trippé, puis ça m'a pas blessé, ça m'a pas stoppé. J'ai pas repris en crinqué non plus tout de suite après. Euh, Puis oui, définitivement que c'est cette année-là, quand je suis revenu, que j'ai décidé de m'inscrire à l'Ultra Trail Arcana 125, en OK. fait. Ah ouais. Ouais, fait que tu sais, j'ai pas, je me suis pas dit je vais essayer de faire le 42 ou le 65. J'avais parlé avec des amis qui baignaient un peu dans ce milieu-là. Puis là, ils m'avaient dit, il faut vraiment que tu y ailles étape par étape, tu sais, doucement, puis je sais pas, quand je me fais dire ça, on dirait que je me dis, ah, je peux quand même aller tester, voir, puis j'aime ça. J'ai confiance en mon corps quand même, fait que à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais, si ça marche pas, j'ai rien à me prouver, puis je veux pas me blesser, Puis fait au-delà que je vais de l'essayer. l'expérience de trail qui était récente, ça reste que tu avais un background de guider des groupes en rando, tu avais le background de ski de backcountry, tu avais le background de traverser le Canada en vélo, tu sais. T'avais jamais fait une longue distance à la course, mais ça reste que tout ce que tu as Mhm. nommé depuis le début de l'épisode, c'est des choses qui contribuent à l'expérience, puis c'est une voie qui est différente, mais qui est tout aussi bénéfique quand vient le temps de faire un 125 de trail, là. Vraiment, puis c'est intéressant que tu le nommes parce que le, ça forge énormément le côté mental, ça c'est sûr. Fait que j'avais aucun doute du côté mental. Ça, c'était sûr que Des longs c'était pas moments quelque seuls dans chose ta qui allait tête, c'était pas quelque flancher. chose qui allait, tu sais, qui Exact. allait te surprendre, tu sais. Exactement. Ok. Puis il y a aussi la pratique de l'alpinisme qui, qu'on en faisait aussi là, entre amis. Là. Dans l'Ouest, là, c'était le paradis pour en faire, là, justement. Fait que ça, c'est des longues missions. Tu pars, tu sais, je parlais de la première expérience en course sur la Skyline Trail, mais ça, c'était en course. En alpinisme, tu sais, j'avais fait des trucs euh, 14 heures, 20 heures, tu sais, tu pars, tu t'en vas en montagne, puis tu cours pas, mais tu es sur des rochers, tu montes, tu t'en vas jusqu'au sommet. Ça peut être des fois de la glace, des fois de la neige. T'as des cordes à gérer, t'as ta vie à gérer, parce que ça se peut que, c'est ça, tu sais. Fait que t'as ça au bout de ta corde, puis c'est un autre aspect, tu sais, qui forge le mental énormément, et le physique aussi, là. Euh, Fait qu'il y a toute cette notion-là que je trouve que quand les gens arrivent peu importe qui arrive de l'alpinisme ou le milieu de la montagne en général, mais l'alpinisme, entre autres, tu sais, quand les gens s'en vont vers l'ultra, on dirait que on dirait que t'arrives, puis c'est un peu un no-brainer que tu vas réussir à passer à travers. Tu vas Mhm. peut-être pas être dans les top, disons top 100 là, au début, là. Puis ça, c'est pas grave, mais on dirait que dans ta tête, tu le sais que si tu te blesses pas, tu vas te rendre. Puis Qu'est-ce qu'il même faut pour te si, rendre au bout, là? exactement. Fait que tu sais, c'est un peu comme, je veux vraiment pas me comparer à Kylian, mais c'est un peu comme Kylian qui fait sa pratique dans les montagnes, que lui, tu sais, il me dit un peu que la course, c'est son second sport, là, si on Mhm. veut, là. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois des fois.
D'ailleurs, c'est exactement un peu comme ça que je vois ma pratique aussi. Je cours pour être meilleur en ski hors-piste l'hiver, Ouais. en fait. C'est pas le contraire. Et le sport principal, c'est le ski hors-piste. Le Exact. trail, c'est secondaire, mais ton projet secondaire t'a amené sur le l'UTHC 125. Je voyais que 2 ans plus tard, tu faisais le tour du Mont Blanc. En fait, tu faisais l'UTMB, littéralement. Quand on parlait de progression rapide, un 125 comme premier gros projet de trail. L'année d'après, tu es retourné sur le 125. Puis l'année d'après, tu étais sur l'UTMB. Ouais. Comment ça s'est passé, cette progression-là? Parce que oui, on parle de ton expérience, ton background qui fait que ton premier 125, c'était pas un from couch tout 125 km. Je veux dire, il y avait un gros profil d'athlète de montagne puis d'athlète multisport. Mais là, quand on se prépare pour un UTMB, là, c'est une autre game. Ça prend quand même, je suppose, une certaine préparation euh, physique pour aller faire ce défi-là qui va te prendre 2 fois le temps d'un UTHC, là. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Puis, ben, tu sais, déjà la préparation pour le 125, déjà, mon premier 125, tu sais, j'y ai mis quand même, on peut dire du sérieux d'une certaine façon tout en continuant de jouer dehors. Mais pour être sûr quand même que là, c'était ma première techniquement. Par contre, pour être sûr que j'ai une idée, c'était quoi un événement de course, j'ai quand même fait l'UTCC 45 Mhm. juste avant, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis c'était full ardu cette année-là. En plus, c'était quand il le faisait en début juillet. Ouais. Fait que c'était ultra boiteux, là. On avait de la boîte aux genoux, là, entre la grande cuve puis la paruline, là, entre autres, là. Fait Puis on que, le sait que le 45, c'est pas un 45. Dans le sens que les ouais, c'est distances ça. d'un chic-choc, c'est un autre. C'est différent. Tu sais, si les gens qui écoutent puis se préparent à faire des courses, pensez pas aux distances à l'UTCC comme vous pensez aux Mhm. distances dans d'autres événements. Je suis vraiment d'accord. Je Ah sais ouais, pas si c'est un bon c'est conseil, tu travailles pour l'organisation, tu connais ces sentiers-là. Euh, absolument. ça n'enlève à rien aux autres organisations, aux autres événements, parce que c'est juste Mhm. complètement différent. Mais si tu as fait ton premier 42 km dans un événement trail, et puis tu te dis, ah ben, pas besoin de faire le 45 au Chic Choc, je vais sauter au 88 tout de suite, là, je l'ai fait. Ton 42, peu importe où au Québec, sera pas comparable au 45. On voit les temps moyens entre tu sais, le 88 cette année, c'est un bon exemple. On est capable de comparer les temps du 88 avec n'importe quel 50 miler au Québec. C'est le jour et la nuit, tu sais. Exactement. Puis si, tu sais, justement, on l'a vu à chaque édition presque, là, si, tu sais, juste sur le 23 qu'on prend, par exemple, là, c'est difficile. S'il fait chaud, il va faire très chaud dans la grande cuve. Puis si tu as décidé d'y aller, je goal le plus vite possible, mais je néglige un peu ma gestion personnelle, ma gestion de nutrition, ça se peut que ça flanche, ça se peut que ça passe. Mais si tu sais, il y a beaucoup de chances que ça passe pas dans les chic-chocs parce que c'est super technique, parce que c'est aride. Puis s'il fait chaud, il fait chaud pour vrai, tu sais, dans cet environnement-là. En Euh, 2024, l'évacuation, je dis spectaculaire parce que je veux dire, on mhm. n'avait jamais vu ça, une évacuation par hélicoptère pendant un événement trail. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis ceux qui ont vu le documentaire qui est sorti en décembre, vous avez vu ça, vous avez été témoin de ça. C'était pas un coureur du 170, c'était pas une coureuse du 88, c'est quelqu'un sur une courte distance. Mais quand on dit que la Exactement. montagne a toujours raison, puis comme tu dis, les éléments dans les chic on dirait que tout est plus intense. Quand il vente, c'est plus intense qu'ailleurs. Quand il fait froid, c'est plus froid qu'ailleurs. Puis quand il fait chaud, ben comme tu dis, sommet du Mont-Albert, dans la grande cuve, dans les grosses roches rouges, je te confirme que Mhm. tu es à découvert, puis t'as pas de conifères pour te protéger, là. Exact. Puis ça, ben, c'est très représentatif de ce que les Shake-Shocks sont. C'est c'est très triste que ce qui est arrivé. On le souhaite à personne. Mais ça arrive et la réalité dans les Shake-Shocks, quand on part, on le sait que le plus autonome on est, le mieux c'est. Puis je dis autonome dans toute la pratique du sport qu'on va faire, d'être en groupe, d'être bien préparé, d'avoir des cours de premiers soins en région éloignée, savoir comment gérer son équipement, savoir comment s'en servir s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Fait que peu Mm. importe l'hiver ou l'été, euh, c'est représentatif parce que si ça arrive, on a vu à quel point justement, il n'était pas si loin que ça, mettons, de la route, mais ça a pris un hélicoptère, tu sais. Exact. Parce que Euh, le descendre à bras,
ce qui arrive dans d'autres événements, puis ce qui aurait pu être fait si ça avait été à un endroit différent sur le secteur. Là. C'est pas chaque évacuation au Chic-Choc se fait pas avec un hélicoptère. Dans ce cas-ci précis, c'est que pour se rendre là, c'est court en distance. Tu regardes juste la distance sur Strava, mais concrètement, descendre quelqu'un qui n'est pas en moyen de descendre par ses propres moyens, c'est 4 personnes qui traînent une civière dans une descente. C'est quoi? C'est 8 km, mais c'est moins 1000 mètres de démoin dans du technique. Je veux dire, c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis, je veux dire, tout est à l'honneur de l'organisation d'avoir cet hélicoptère-là qui est stand-by puis qui peut faire ce genre de sauvetage-là. Mais le but, c'est pas de faire peur au monde, c'est juste de rappeler que faut pas regarder les chiffres des Chic-Chocs en regardant les kilométrages ou même le dénivelé. C'est pas ça le vrai facteur qui devrait je sais pas comment dire, qui devrait influencer votre choix de parcours. Regardez les temps. Oui, tout à fait. Si tu as fait 4 heures sur une course, puis tu t'es dit, hey, je suis capable d'aller un peu plus loin, mais regarde tes options dans ce qui peut durer 5 heures d'un Chic-Choc. Puis pour le commun des mortels, c'est pas le 45. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui rentre ça en 5 heures. En fait, je pense qu'il n'y a personne qui rentre ça en 5 heures. Exact, c'est ça. C'est une des particularités. Regardez les durées. Parce que ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. C'est magnifique, mais comme tu le dis si bien depuis le début de l'épisode, c'est un territoire qui est complètement différent, puis c'est unique au Québec, c'est unique au monde. Oui, exact. Puis juste par contre, pour faire du pouce sur ce que tu as dit, l'hélicoptère, il n'était pas stand-by. Il était en Nouvelle-Écosse. Oui, c'est ça. Il était stand-by, mais un peu loin. Puis ça aussi, c'est une autre des notions. Là, tu sais, les hélicos les plus proches, c'est soit à Saint-Hubert, en Montérégie, soit en Nouvelle-Écosse. Fait que c'est ça. C'est pas, ça va pas arriver comme dans l'Ouest en 15 minutes ou dans les Alpes, où ils seront tous prêts, bien organisés. Chaque village, chaque club de plein air a son hélicoptère dans les Alpes. Là. Je sais pas c'est qui me racontait ça dans les Chic-Chocs pendant que ça se passait, puis il disait hey, c'est fou, ça part de la Nouvelle-Écosse. Exact. Il y a certaines communautés, certaines communes en France dans les Alpes qui ont leur petit hélicoptère parce que ça arrive quand même souvent, ce qui est peut-être moins le cas ici. À ta connaissance, t'avais-tu déjà été témoin d'un hélicoptère qui survole les Chic-Chocs qui va chercher quelqu'un? Ouais, c'est drôle que tu en parles, mais pas l'année passée, il y a 2 hivers en fait. Il y a un de nos amis qui s'est fait évacuer dans les Chic-Chocs. Il y a un épisode de podcast qui en parle d'ailleurs, un épisode de podcast de la FQME, qui ont fait comme, je pense qu'ils ont fait 1 saison ou 2, si ça se trouve. Mais peu importe, il y a un épisode qui en parle bien en détail, fait que j'expliquerai pas trop en détail cet événement-là comme Allez voir tel. ça, faites vos recherches. Ça peut avoir la tête, c'est vraiment intéressant. Mais oui, effectivement. Puis tu sais, cette fois-là, juste pour faire long story short, l'hélicoptère est arrivé de Saint-Hubert, mais il n'a pas pu évacuer la personne qu'on était allé chercher parce qu'il ventait vraiment fort. Puis qu'il n'a pas pu, c'était impossible d'élitreiller à ce moment-là, ou du moins, si c'était possible, ça prenait une équipe super entraînée là, dans ce domaine-là. Fait que pour plusieurs facteurs, c'est pas arrivé. Puis on a dû évacuer cette personne-là en le tirant avec tous nos moyens qu'on a tout le temps normalement quand on part dans les montagnes. Par contre, c'est vraiment pas tout le monde qui est prêt avec tout ce matériel-là, mais les pratiques, quand on suit divers cours, ben on va apprendre que effectivement, ça serait bien d'être autonome. Plus on s'éloigne, plus on part dans l'arrière-pays. Puis il y a quand même plusieurs situations qui en témoignent à différents hivers, là, tu sais. Fait. Ouais, puis faut pas négliger la préparation, puis je le ramène à la pratique du trail, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui s'en va faire des journées dans les hautes montagnes des Chic-Chocs. C'est pas juste pour ça, tu sais. L'automne passé, j'étais allé avec 2 amis, pour ne pas les nommer, Thomas Duhamel puis René Morissette, faire le Sentier des Caps. Fait que c'est une longue balade, mais c'est quelque chose qu'on commence le matin puis on finit au milieu d'après-midi. Puis René, qui a une vaste expérience de fast-pack, de longue randonnée, c'est un gars qui a complété l'Ultra Trail des Chic-Chocs, le 170 km, mais c'est un gars qui a aussi fait le SIA en une douzaine de jours, si je me trompe pas. Fait que c'est un excellent coureur, c'est un spécialiste du fast-pack. René est le seul de nous 3 qui est parti avec plus de stock, même si c'est le Sentier des Caps, même si c'est pas hyper reculé.
il a traîné une lampe frontale parce qu'on est en novembre. Puis en novembre, ben, il fait noir tôt. Puis il y a un côté sécurité que moi, personnellement, j'avais pas pensé pour une sortie qui est supposée nous prendre 6-7 heures. Mais c'est important. Puis moi, je vais m'en rappeler la prochaine fois que je pars faire un 6-7 heures à l'automne quand tu sais que le soleil se couche tôt, que il y a une marge de manœuvre. Puis si on pensait finir à 2 heures de l'après-midi puis qu'il se passe quelque chose, ben 4 heures de l'après-midi, il fait noir. Fait que tu sais, il faut quand même réfléchir aux intempéries. Puis même si ça arrivera pas, t'es pas Kylian sur l'UTMB. C'est pas grave si t'as 100 grammes de stock de plus dans ta veste d'hydratation. Ça fait aucune différence sur ta journée, mais ça peut te sauver la vie. Fait que tu sais, la couverture de survie qui est obligatoire dans la plupart des courses, tu devrais pas juste la mettre dans ta veste quand tu as un dossard qui t'oblige à le porter, à l'amener. Ça devrait être Exact. tout le temps là. Une paire de bas de rechange, un kit de premiers soins. Moi, j'ai un gros Ziploc que je traîne, que je le traîne pas en course parce que les ravitaux puis les organisations ont ce qu'il faut s'il arrive quelque chose. Mais j'ai un kit que je traîne toujours avec moi quand je m'en vais faire quelque chose de plus que 2 heures dans le bois parce que On sait jamais. on sait jamais, puis tu te trouves niaiseux si tu te ramasses dans la marde, vraiment pas loin de chez vous, dans le bois, à 10 km d'une route, parce que t'es pas en haute montagne d'un chic-choc à 1000 mètres d'altitude. Tu es dans ton bois à 10 km d'une route, puis 10 km quand t'es blessé ou quand il se passe quelque chose, c'est fucking loin, tu sais. Ouais, ouais. Absolument. Puis, tu sais, une petite anecdote qui nous est arrivée cet été, puis c'est même pas. C'est même après tout dire ces choses-là, puis en étant un professionnel, en travaillant dans ce milieu-là, en connaissant ces endroits-là, ben, on est allé jusqu'on voyons, de Petit Saut, qui est derrière Captcha, là. Fait Ouais. qu'entre le Nicole Albert puis le Logan, si on veut. On faisait de là jusqu'au refuge du Huard, au lac Thibault. Puis rendu au sommet Logan, bon, il a commencé à pleuvoir, des orages et tout, du vent. Puis un de nos amis, on était trois, il y a un de mes amis là-dedans qui a eu il a eu une bandelette dans le fond, comme il commençait à sentir cette blessure-là. Puis là, lui, il avait pas amené, mettons, son manteau de pluie déjà là en partant. Euh, Petit détail de même, le niaiseux, mais comme pendant 45 minutes, on était un peu dans notre tête à essayer de bien vivre ça, en se disant, OK, ben, tu sais, là, on va avancer, puis il n'y a rien d'autre à faire, puis ça allait lentement, là, tu sais, ça avançait. Puis entre Petit Saut puis le Huard, on s'entend, il y a pas de traverse de chemin d'accès pour regagner la civilisation. Non, non, Le exact, plus c'est ça. proche, c'est de se rendre au Huard. Exact, c'est ça. Qui est Le une plus trotte proche, quand même assez longue, là. C'est quoi? C'est une trentaine de kilomètres? ouais, fait que t'as à peu près 16 kilos jusqu'au sommet du Logan. Fait que, tu sais, l'aller-retour, c'était pas vraiment mieux. Au final, ça nous Ouais. donnait 34,5 si on allait jusqu'au Roar. Puis là, il y avait un genre de chemin d'accès parallèle au sentier du SIA qui a fait en sorte qu'on se rajoutait 2 kilomètres, mais on diminuait en termes de D+, puis Ben de oui. technicité. Puis le moral est revenu, tu sais, puis le soleil aussi, rapidement. Fait que, tout ça pour dire que ça a quand même été un petit apprentissage. Puis c'est drôle parce qu'avec cet ami-là, cet été, c'est avec lui que j'ai fait beaucoup de différentes missions, que ce soit en gravel bike en gravel bike ou en courant. Euh, des grosses distances tout le temps, là, parce qu'on avait les deux beaucoup de temps libre. Puis euh, on se, prat- on se questionnait souvent, mais surtout lui, parce qu'en fait, c'était sa première année de course, là. Il nous questionnait souvent à pourquoi on amène rien, là, tu sais, on amène fuck all en course, là. Mettons que on amenait quand même la base, tu sais, Ouais. pour être capable de survivre, là, un minimum comme un manteau de pluie, une petite couche de plus, puis de la bouffe de l'eau, là, avec notre filtre, mettons. Mais ce qui est vraiment très peu comparé à ce qu'on amène en ski. Ouais. En ski, on part avec un sac de 40 litres. Il est plein de choses qu'on a déduit avec le temps puis l'expérience qui valaient vraiment la peine qu'on amène, puis qu'on en a laissé des trucs derrière avec le temps. Puis on a quand même un sac de 40 litres que j'enlève rien en ce moment de mon sac, peu importe la sortie que je fais. Tandis que là, on part en course puis on a quasiment rien. Fait que lui, il était vraiment surpris de tout ça, puis c'était quand même intéressant puis challengeant, puis on a beaucoup discuté par rapport à ça. Puis là, ben, tu vois, cette fois-là, c'est arrivé, ce petit incident-là. Euh,
il n'y aurait pas vraiment plus de gear qui aurait fait en sorte que ça se serait mieux passé. Par contre, son manteau de pluie, il aurait peut-être fait en sorte qu'il se serait pas posé de questions sur si ça continue pendant des heures comme ça, je vais peut-être geler, je vais peut-être être en hypothermie légère ou 4 heures de corde qui tombent, il l'aurait voulu son manteau. Là. Exact, c'est ça. Fait que petite anecdote comme ça, mais tout ça pour dire que c'est quand même à se questionner. On amène très peu de matériel en course, puis des fois, on va très loin. Ouais. C'est le fun de courir light, hein, on s'entend. La plupart des coureurs, peu importe ce que vous faites comme distance, je veux dire, moi, je l'aime, ma veste. Là, ça fait des années que j'ai la même. Je sais tous les éléments sont où, puis je suis confortable avec pour aller faire une longue distance. Mais n'importe quelle sortie où j'ai pas ma veste d'hydratation est bien plus fun, t'as une légèreté. Tu sais, c'est vraiment le fun de courir light avec une petite gourde à main puis 2 gels dans les poches puis c'est tout. C'est correct si vous restez proche de la civilisation, mais il faut quand même toujours penser à ça que courir light, c'est bien, mais quand t'es tout seul, quand t'es moindrement reculé, dis-toi, si je me casse une cheville là maintenant, ça va me prendre combien de temps à rejoindre la civilisation? Si c'est plus que 45 minutes, 1 heure, c'est peut-être ça vaut peut-être la peine de partir un peu plus lourd puis d'assumer que c'est ça. Le poids supplémentaire peut te sauver la vie. Là. Ouais, puis ça va aussi simple qu'avoir un moyen de communication parce que c'est ça finalement qui peut faire la différence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire la différence pour survivre sur place, mais si on veut avoir des moyens externes, ça va être la communication. Puis il y a les InReach qui existent, que nous, on passe justement aux coureurs du 100 miles, à chaque coureur du 100 miles sur l'UTCC, qu'on peut les suivre parce qu'ils envoient un point GPS. Donc, ils sont géoréférencés, on peut les localiser à chaque plus ou moins 20 minutes. Tu sais, moi, l'été, j'en ai un InReach que l'hiver, je l'ai dans mon sac, il est activé. Puis, s'il y a de quoi qui arrive, je peux communiquer. Puis, sur certains sommets des Chic-Chocs, on a du réseau. Ouais. Fait que ça va être mon premier réflexe si jamais il arrive de quoi de faire un appel à partir des sommets. Mais j'ai cette balise-là, c'est redondant, fait qu'on a un autre moyen de communiquer au cas où. Puis c'est vraiment plus fiable qu'un cellulaire au niveau de la batterie, si on veut. Ouais. Mais l'été, je l'amène pas, là, il est pas activé, puis ça pourrait être aussi bête que ça, que je l'active l'été, puis je le transporte. Mais bon, pour plusieurs raisons. On n'a pas d'InReach dans nos sacs l'été. On se sent plus en confiance, on dirait, l'été aussi. Ouais. Parce que peut-être qu'il n'y a pas la menace d'avalanche. Pas la menace du froid, surtout. Ouais. Exact. Ouais, c'est clair. On s'est éloigné un peu, je l'ai qu'on parle. On s'est éloigné un peu, je suis désolé. Mais t'as pas être désolé. Écoute, c'est ça la beauté du podcast. Hein? On part, puis si on part champ gauche, on va à gauche ensemble. Mais on parlait de l'UTMB, on parlait de la traîne, mais on a comme beaucoup parlé de l'UTCC. C'est quoi ton rôle dans l'organisation? Dans le fond, je suis coordonnateur de recherche et sauvetage. En fait, je m'assure d'avoir l'équipe de sécurité là, qui va être répartie sur le territoire. Ouais. Et on avait une équipe là, d'une trentaine de personnes, là, peut-être un petit peu plus là, cette année, qui était près du double de ce qu'on avait avant d'avoir le 170 et le nouveau 80 linéaire. Là. Ouais. Fait que c'est de coordonner tout ça, en fait. Puis une fois que l'événement est là, ben c'est full on sur l'événement, être sur place, puis gérer les communications à travers toutes les différentes équipes de sécurité, les mobiliser et les démobiliser aussi. C'est un peu s'occuper des ressources comme sur un jeu de cartes finalement, là, comme sur une carte du monde qu'on aurait nos ressources puis qu'on déplace telle équipe à tel endroit puis quand tous les coureurs sont passés, ben ok, on peut ramener les gens. Puis, fait que c'est ça mon rôle avec toute notre équipe de sécurité là, qui a quand même été accrue cette année, là, cet été. Clairement, dû aux 100 miles. Quand tu as un 100 miles linéaire dans ce territoire-là, un 88 aussi, faut pas le négliger, ces 2 nouvelles distances-là, plus tout ce qui se passe autour du secteur du Mont-Albert qui est tout aussi corsé, le 23, le 26, le 45. Ce que j'ai bien aimé du documentaire que, pause, tu n'as pas vu, mais un jour tu vas le voir. Au moment de l'édition de l'épisode, ça va exister. On enlève la pause. Ce que j'ai aimé du documentaire sur l'édition 2024 de l'UTCC, c'est de suivre la course aussi à travers
le directeur de course. Tu sais, on voit souvent les belles images des courses, les coureurs de ravito en ravito qui volent sur le parcours. Là, on voit des coureurs en tête de course qui essayent d'avancer tout croche dans la cuve du Mont-Alvert. On voit Éric Pitois assis au départ du 88. Tu sais, ça l'enlève. Je ne vais pas dire qu'il y a un côté glamour à un directeur de course, mais on s'imagine être dans l'action, on s'imagine les sauvetages, on s'imagine pas ce qui est la majorité de vos rôles pendant l'événement, c'est-à-dire être assis dans une chaise de camping puis de parler dans un CB. On a comme vu un peu cet envers du décor-là qui est intéressant, mais ça a été quoi ta réaction Absolument. quand l'UTCC a annoncé ce 170 km-là? Toi qui es responsable de la sécurité, toi qui connais ce parcours-là, toi qui connais les chic-chocs, c'était-tu 100% wow, quelle bonne idée ou il y avait une part de risque ou de réticence? Ouais, ben, moi, t'avoue que j'ai bien hésité à le courir. Ouais. C'était quand même ça mon gros débat intérieur. Par contre, je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe-là. C'est chez moi. Je peux faire n'importe quelle autre course. Je peux y courir dans les Chic-Chocs tout l'été. Fait que ça fait en sorte que je connais bien le territoire. Euh, Puis c'était un beau défi, là, tu sais. Puis je trouve ça cool d'année en année d'être de plus en plus impliqué dans la communauté. J'ai participé à plein d'événements en mode course, mais aussi je suis allé faire du bénévolat sur un ravito à Cap-Gribane pour le QMT, par exemple. J'ai fait d'autres bénévolats ici et là. J'ai aussi regardé des courses. J'ai juste été là, sur place Mhm. sans y participer. Fait que mettons que ma partenaire courait ou mes amis, peu importe, tu sais, j'étais là quand même, tu sais, parce que ben, on connaît l'ambiance. Là. C'est vraiment le fun. Ah ouais. Ça fait une journée ou une fin de semaine complète super attrayante là, à chaque fois. Là. Fait que, ouais, l'annonce de ces distances-là, c'était ben ouais, c'est malade, là, tu sais, il faut qu'on mette ça à terme. On le savait, en fait, sans que ce soit, sans qu'il y ait déjà eu la course. On savait que c'était quelque chose d'épique puis de difficile à accomplir pour n'importe quel coureur, et peu importe le temps que tu vas passer à travers, ou que tu DNF ou peu importe ce qui se passe. C'est un territoire intense. Euh, ouais, je pense que c'était ça ma réaction face à l'annonce de ça, là. Puis j'avais vraiment hâte de voir comment les gens allaient faire, là. Est-ce que le nombre de personnes qui sont passées à travers, 20 coureurs sur 50 sur le départ, est-ce que le chrono du premier homme sous les 30 heures, 29 heures et des poussières pour Jacob, Mhm. est-ce que c'est des choses qui t'ont surprise? Oui, oui, définitif. On avait tous tu sais, fait un peu des poules, là, si on veut. Puis moi, j'avais dit 32 heures. Puis c'était déjà, c'était comme le temps le plus bas, si on veut, qui était entre nous tous. Fait qu'il s'est fait battre. Puis c'est tant mieux. Moi, je trouve, je suis vraiment content de ça. Ça l'ouvre la porte à des beaux challenges pour la suite. Ouais. Euh, mais c'est une distance, c'est un temps qui est quand même incroyable parce que j'ai du mal à voir ce temps-là se faire battre. Ou de peu, tu sais, mettons. Ouais. De plusieurs heures, j'ai pas l'impression que c'est possible. Mais peut-être, on lance le défi. Puis Exact. On ressortira cette advienne que cote-là dans pourra. 5 ans. Si quelqu'un fait 27 heures, on fera. Hey, personne n'y avait pensé, même Anthony pensait que ça se pouvait pas, mais Exact, non, c'est exact. extrêmement. Puis je pense que cette année, les conditions, faut le dire, étaient quand même. Était Mhm. pas parfaite, était très chaude, mais était pas. Il y a eu plus hostile, là, tu sais, justement, Il René était. Morissette qui a fait le SIA en Mhm. 2023. Je trouvais que cette année, il y avait pas mal, il y avait une tonne de boîtes de moins, tu sais. C'était pas un parcours qui était Mhm. boiteux, alors que l'UTCC était toujours reconnu pour ses secteurs très boiteux. Il n'y a pas eu de conditions extrêmes, oui, de la chaleur, mais tu sais, t'as pas eu de grêle sur des sommets. Fait que, en tout cas, il y a plein de facteurs là-dedans, puis on Ouais, pourrait faire un épisode complet sur la spéculation de ce qui s'en vient pour les prochaines années sur ce parcours-là, mais ça a mis la barre haute dès la première année, là. définitif. Tu sais, il était assez optimal quand même. Je l'avais fait une semaine avant le lancement de l'événement. J'avais fait les premiers 80 kilos, soit de Lac-Matane à Petit-Saut. Ouais.
Je l'ai fait sur 2 jours en fast packing, puis en dormant au lac Matane. Premier marathon, tout va bien, tout est parfait. En plus, j'avais tout le temps entendu que c'était super dense, on voyait mal le sentier. Là, je savais qu'il y avait eu des jobs de débroussaillage qui avaient été faits. Là. Beaucoup de travail a été fait cet été. Chapeau d'ailleurs à tout le monde qui a participé à ce travail-là. Là. Euh, Parce que le sentier était super beau, vraiment sec. Je suis arrivé à Lac-Matane, mes souliers n'étaient pas boiteux pas en tout. C'est fou, Puis hein? le lendemain, en repartant, euh, deuxième, c'est comme j'étais sur 2 marathons, tu sais, finalement. Ouais. Deuxième marathon, là, ça a été le plus long marathon de toute ma vie, en fait. Là. Puis c'est là que ça se gâte, puis c'est là que tout le monde arrivait à Lac-Matane, puis il se disait, ah, c'était pas si pire que ça, mais là, tu rentres dans tu rentres dans, on peut dire le Mordor, là, tu sais, Ouais. comme on l'entend souvent. Fait que c'est vrai, puis pourquoi? Parce que c'est des faces de singe à plus finir, puis la descente est tout aussi non courable que la montée. Euh, à moins que tu sois super athlétique dans ce genre de descente-là, mais pour vrai, il y a beaucoup de risques à descendre super vite là-dedans. C'est très, très à pic. Après ça, bon, ben, il y avait un peu de boîte, c'était un petit peu moins débroussaillé par endroits, mais c'est pas ça le gros enjeu. C'est surtout que c'est des faces de singe à plus finir. Puis là, tu finis le marathon avec la descente du mont Nicolas-Albert, qui est, euh, je veux dire, mettons que tu lis le magazine Espace ou des blogs de randonnée au Québec, ben, le mont Nicolas-Albert, c'est considéré comme la randonnée la plus dure au Québec, là, tu sais. Ouais. Fait que ça peut parler, tu sais. Après ça, c'est un autre univers quand on court, puis on, euh, on sous-estime souvent ces choses-là, mais il n'est pas à sous-estimer. Puis ça reste qu'une fois que tu as cette partie-là de fait, il te reste la moitié à faire. Ouais, c'est ça. Tu passes à travers tout ça, tout ce que tu viens de décrire, et il te reste la deuxième moitié, puis elle est pas beaucoup plus facile, là. Fait que quand je me suis posté dans le fond, moi, j'ai suivi 170, ça c'était mon rôle aussi, jusqu'à Petit Saut, puis à Petit Saut, j'attendais jusqu'à temps que tout le monde ait passé. Fait que ça, c'était vraiment cool aussi. C'était une nouvelle place, un nouveau rôle pour moi dans l'équipe. Fait que j'ai vraiment apprécié cette phase-là de plus suivre justement ces nouvelles distances-là. Puis j'ai été posté à Petit Saut littéralement 24 heures, en fait, là, Ah ouais. de 9 heures du soir à 9 heures du soir. Là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis ça m'a permis de voir tous les coureurs de 170, comment ils étaient. C'est là qu'il y a eu le plus d'abandon Ouais. aussi. Ça, c'était sans surprise. Euh, bon, il y avait le départ du 88 aussi. Fait que ça, c'était vraiment cool. Ça mettait de l'ambiance le matin. Puis euh, après, tu sais, je trouve que les gens qui se sont inscrits sur le 170 à l'UTCC, ils étaient tous, tu voyais que c'était tous des gens qui étaient prêts, là, tu sais, quand même. Mhm. C'était tous des personnes qui savaient sur quoi ils s'enlignaient, euh, même s'il y en a qui l'avaient jamais fait ou qui étaient jamais allés dans les Chic-Chocs. Tu voyais qu'il y avait une préparation derrière tout ça, qui est quand même importante, là, surtout pour l'UTCC d'un Chic-Choc, surtout pour ces 100 miles-là, que ça fait la différence. Puis tu voyais qu'ils savaient, tu sais, même si les gens se blessait ou se tordait le cheville avant le petit saut, par exemple, ben, il allait se rendre au petit saut, peu importe la distance le temps que ça allait prendre. Il y en a même un qui est allé un peu plus loin, peut-être 6 kilomètres plus loin après petit saut, puis finalement il est revenu parce qu'il s'est dit non, je me rembarque pas là-dessus. Fait que, tu sais, je trouve ça super cool d'avoir vu ça. Il y a des super bonnes décisions qui ont été prises, puis honnêtement, j'avais vraiment pas peur pour le monde du 170 parce que je savais qu'il y avait un brin de folie là-dedans, puis cette folie-là, elle vient avec de l'expérience, tu sais. Ouais. Puis je pense que dans du 100 miles, dans de la très longue distance, l'expérience, c'est pas nécessairement de savoir que tu peux te rendre au bout, c'est de savoir quand arrêter. Parce que Exact. c'est des distances, peu importe tu le fais où, qui sont extrêmes, puis tu peux te mettre en danger si tu t'écoutes pas assez tes signes. Puis je pense que dans les Chic-Chocs, c'est doublement vrai parce que le territoire est hostile, tu sais. Fait que c'est bien de savoir, d'avoir la certitude que tu peux te rendre au bout. Oui, parfait, de l'expérience, tu sais que tu peux te rendre jusqu'au Mont-Albert, mais il faut que
faut que tu aies l'expérience, puis il faut que tu aies la capacité de savoir quand t'arrêter, parce que comme tu dis, si tu te lances après petit saut avec le 80 km déjà dans le corps, puis tu continues, il faut que tu saches qu'est-ce qui s'en vient, puis il faut que tu sois capable de te dire, dans l'état où je suis, je peux revivre la même chose une deuxième fois, puis probablement en plus de temps encore, parce qu'il te reste 88 km. À petit saut, tu n'es même pas à moitié de fête. Et Mhm. donc, sur un 100 000, la logique est que la deuxième moitié soit beaucoup plus longue que la première moitié. Fait que tu apprends cette expérience-là. Ouais, exact. Puis c'est ça, ce qui s'en vient après est tout aussi difficile. Vraiment, par contre, c'est le plus difficile des 4 marathons, là. Le deuxième. Cette portion-là, le deuxième, Ouais. exact. Mais ce qui s'en vient est pas à négliger non plus. Non. Mais c'est un bon truc pour les gens qui considèrent l'affaire de dire premier marathon, Ouais, ouais. c'est l'introduction, c'est la mise en bouche. Deuxième marathon, c'est le Mordor. Si t'as passé à travers ça, tu t'as encore des jambes pour continuer, ben let's go mon chum, ça va se faire. Hein. Ouais, c'est ça. Va jusqu'à la montagne du destin. Jette l'anneau dans le feu. Tout va bien aller. Et voilà. Hey, Antonin, on était là pour parler d'avalanche, mais on a frôlé un peu le sujet. Je pense que c'est le temps qu'on rentre à pieds joints dans les avalanches, dans ce sujet-là. Alors, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. OK. Excellent. L'Ultra Trail des Chic-Chocs est de retour cette année pour une 6e édition et les dossards partent vite. Si t'avais le 45 km dans ta mire, ben je suis désolé de t'apprendre qu'il est sold out. Puis si c'est le 23 km du Mont-Albert ou le 26 km du Mont-Xalibu qui t'intéresse, ben moi si j'étais toi, j'attendrais pas trop parce que tu vas te retrouver le bec à l'eau. L'UTCC vient de sortir un film sur la première édition des parcours de 170 et 88 km qui ont eu lieu pour la première fois en 2024. Si t'écoutes l'épisode le 8 janvier, ben ça sort demain. Mais si t'écoutes ça à partir du 9 janvier 2025, le film est disponible partout sur les médias sociaux de l'UTCC. C'est un film documentaire d'une vingtaine de minutes qui a été réalisé par la cinéaste d'aventure Alexa Fay, qui plonge au cœur de la course de 3 athlètes ainsi que du directeur de course Éric Lévesque. Crois-moi, tu vas finir le film puis tu vas chercher où t'inscrire pour l'édition 2025. Puis check bien ça, je vais te donner la réponse tout de suite, c'est sur le utchicchoc.com. Simple de même, on se voit en Gaspésie du 15 au 17 août la gang. On est de retour avec Anthony. On le disait tantôt, tu es technicien en avalanche. Comment on devient technicien en avalanche? C'est quoi le parcours pour se rendre jusque-là? Mhm. Ouais. Ben, c'est sûr que là, comme je parlais au départ avec la technique de tourisme d'aventure, t'entends parler un peu, tu commences à entendre parler un peu de tout ce qui se passe dans le milieu du plein air. Je dirais, certes au Québec, mais même à travers le monde, là. Fait que ça s'étire quand même, là, tu sais, si tu veux aller, on est même encouragé, tu sais, à aller passer nos étés ailleurs, tu sais, s'il y a des profs, par exemple, qui ont déjà eu une expérience, je sais pas moi, guide de raft en Europe, par exemple, ben, ils vont nous en parler, ils vont nous le proposer, ils vont nous mettre en contact avec des gens. Fait qu'on commence à avoir un contact avec cette communauté-là qui est somme toute pas si grande. D'une certaine façon, on réalise assez rapidement qu'on finit par avoir beaucoup de connexions à travers le monde quand on rentre là-dedans, mettons. Ou même chose comme la communauté du trail, là, si on veut, là. Euh, Fait que tout ça pour dire que en commençant euh, à connaître un peu plus ce milieu-là, moi je savais définitivement que c'était plus c'était plus orienté vers le ski hors piste, ma pratique, le ski dans l'arrière-pays. Là, je parle de ski, par contre, je veux juste pas faire de discrimination. La glisse dans l'arrière-pays, on discrimine pas les splitboards ou les raquettes ou n'importe quoi d'autre, les motoneiges. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Je vais dire le ski dans l'arrière-pays, par contre, pour ma part. Ben oui. Euh, Puis finalement, le cursus professionnel en avalanche, quand tu le commences, il est engageant, il est impliquant, puis si tu y vas, puis que ça va bien, puis que tu aimes ça, il y a des bonnes chances, parce que c'est comme, si on veut, le premier niveau professionnel dans ce domaine-là. C'est un peu comme le- la porte d'entrée, le passeport pour travailler dans ce milieu-là. Au Québec, il n'y a pas énormément de travail par rapport à ce milieu-là. Par contre, c'est la porte d'entrée pour aller dans l'Ouest, puis travailler sur une équipe de contrôle d'avalanche pour un centre de ski, par exemple, parce qu'eux, ils en font beaucoup du contrôle d'avalanche, que ce soit dans n'importe quel centre de ski,
pour les réseaux routiers, pour des compagnies forestières, des compagnies minières. Fait qu'eux, ils ont les montagnes qui vont avec, définitivement. Ils ont cette culture-là de montagne qui est hyper développée. Ben oui. Au Québec, on l'a vraiment moins. Puis, ce qu'on peut faire à travers ça, avec ce cursus-là, ben d'un, il n'est pas obligatoire pour guider, par exemple. Fait qu'on peut guider, euh, on peut guider en hors-piste pour plusieurs différentes compagnies qui offrent du ski hors-piste dans les Chic-Chocs, si on veut. Euh, il y a différents produits qui ont été développés. Puis, il y aurait même, il y a une compagnie dans les Laurentides, entre autres, qui offre plus un produit au niveau de l'escalade, de l'escalade de glace, ou de la haute montagne, puis qui donne quand même des cours d'avalanche au niveau récréatif. Fait qu'il y a ces avenues-là, si on veut. OK. Ça reste que c'est peu. Puis il y a Avalanche Québec aussi pour faire de la prévision en avalanche. Puis euh, moi, quand j'étais à la technique en tourisme d'aventure, ça me semblait être euh, super attrayant, vraiment intéressant. Fait que j'ai quand même mis mon focus sur, euh, sur Avalanche Québec. OK. Même si je retournais dans l'Ouest, même si j'entamais des études dans un autre domaine, puis que je guidais l'été dans un autre domaine aussi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Fait que j'ai mis toute mon énergie là-dedans, puis éventuellement, après avoir appliqué, ben, j'ai eu un poste de technicien en avalanche. OK. Puis ça, ben, ça me permet de vivre de ce que j'adore, en fait, puis de vivre dans les chic-chocs aussi. Ouais. Fait que ça, c'est, mettons, déjà là, euh, vivre dans les chic-chocs ou en Gaspésie, mettons, euh, il n'y a pas, non, il y a pas des centaines d'emplois ou ben, peut-être des centaines d'emplois, mais c'est-à-dire il n'y a pas énormément de choix, contrairement en ville, si on veut. Ouais. Euh, Fait que trouver une niche comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis surtout si c'est combiné avec ta passion. Ben oui, c'est clair. Ouais. Première question niaiseuse, mais je me doutais qu'il y avait des avalanches au Québec. On a de la haute montagne, Mhm. mais la quantité d'avalanches au Québec, ça peut ressembler à quoi? T'sais, êtes-vous bien occupé chez Avalanche Québec à surveiller plusieurs territoires dispersés? Ben, on n'a pas une si grosse zone. Elle est localisée dans les Chic-Chocs, au niveau du Parc national de Gaspésie, puis de la réserve faunique des Chic-Chocs. OK. C'est là Fait que qu'on- c'est centralisé. Exact. Fait que c'est comme autour. Ça tourne autour de la route 299, qui est la route du parc là, à partir de Saint-Anne-des-Monts. Puis c'est une zone qui englobe les montagnes. Par contre, les Chic-Chocs sont beaucoup plus grandes que juste cette zone-là. Ouais. Mais en termes de quantité d'avalanches, mettons un hiver standard, ça peut ressembler à combien? Euh, le chiffre est difficile à dire, en fait, parce qu'on n'a pas des yeux partout. Ouais. Des avalanches, là, tu sais, on sait qu'il y en a lors de certains événements météo, euh, avec une plus forte intensité, comme s'il y a, euh, s'il y a des forts vents qui vont durer pendant une certaine période de temps, tout du même côté, un vent du nord qui balaye toute la neige vers le sud, par exemple. Ben, tu sais, ça se peut que là, il y ait un cycle d'avalanche qui soit, si on veut, euh, qui soit créé là, tu sais, à ce moment-là. S'il y a une chute de neige plus importante que 30 centimètres de neige et plus en moins de 24 heures, là, ça met quand même un danger d'avalanche. Ça crée un problème d'avalanche sur le terrain. Fait que, tu sais, des avalanches, il va en avoir de façon naturelle, euh, puis de façon déclenchée par l'humain, là, finalement. Ouais. C'est ça. Puis c'est là qui est un risque aussi, c'est que quand on fait de la haute montagne, quand on va jouer dans l'arrière-pays, il faut être conscient des dangers. Puis je suppose qu'il y a des choses à surveiller, puis il y a des warnings. Au même titre qu'on s'en va faire notre sortie de course en plein hiver, on regarde la température, on regarde le vent. Tu sais, moi, je le sais que j'ai le nez collé sur Météo Média l'hiver parce que tu regardes par ta fenêtre, puis tu sais pas trop ce qu'il fait. Fait que si tu veux te préparer convenablement, tu checkes c'est quoi les conditions versus l'été.
qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, l'été, ça reste qu'on part en t-shirt puis ça va. Là, en avalanche comme ça, faut que tu sois conscient si tu t'en vas faire de la motoneige, si tu t'en vas faire de la rando, de la raquette, du ski hors piste. Faut que tu saches un peu ces données-là. Qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qui est à risque de créer une avalanche? Ben, ça prend trois choses principales pour créer une avalanche, là. En fait, ça prend du terrain avalancheux en premier lieu, ce qui est finalement, ça englobe l'angle de la pente, un peu tout le relief, comment il sera distribué, est-ce qu'il y a de la forêt, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des dépressions, est-ce qu'il y a des ruisseaux, des lacs. Fait que tout ça, Puis quand le tu parles du terrain terrain, avalancheux. la pente, il faut qu'elle soit importante. Puis est-ce qu'il Mhm. faut qu'il y ait peu d'arbres? Fait que c'est pour ça que des sommets d'un chic-choc qui sont un peu plus à découvert sont plus propices à ça. Ouais, ben, on peut parler d'un angle là, qui va au-dessus de 25 degrés. Il OK. peut commencer à avoir des avalanches, fait que c'est pas tant que ça. Non, c'est ça. 45 degrés, tu sais, c'est le sweet spot, si on veut. Fait qu'entre 35, 45, 50, c'est vraiment là qu'il y aura le plus grand nombre d'avalanches ou Ouais. une pente qui va être plus propice à ce qu'il y ait une avalanche qui se déclenche naturellement suite à un événement météo plus important. Comme je le disais rapidement au début, là, mais tu sais, il y a aussi un événement de neige important, un événement de pluie important, Mhm. un événement de chaleur, le soleil qui plombe pendant une longue journée, ben, ça l'ajoute du poids sur le manteau neigeux. Fait que tout ce qui est un événement météo, mais euh, plus accentué, si on veut, plus important, va avoir un potentiel de créer une avalanche naturelle. Fait que là, juste pour revenir, Ouais. fait que là, ça prend le terrain avalancheux, ça prend de la neige instable. Parce que si c'est juste de la neige, elle peut être stable. Ouais. Euh, Ça prend de l'instabilité. Fait que pour ça, ça prend une création d'une instabilité euh, suite à certaines conditions météo qui sont favorables à créer un certain type de grain très fragile que je veux vraiment pas rentrer dans ces détails-là pendant le podcast, mais tout ça pour dire que ça prend des conditions météo particulières. Euh, et ou un épisode de pluie qui va créer une croûte de glace, puis par la suite, il y aura de la neige qui va se déposer sur cette croûte de glace. Fait qu'on peut s'imaginer un peu, ça prend de la neige instable. Puis l'autre ingrédient nécessaire, c'est que ça prend l'élément déclencheur. Fait que l'élément déclencheur, c'est un peu les, les conditions que je nommais au départ, les conditions météo, les événements météo un peu plus prononcés, si on veut. Mais aussi, sinon, c'est l'humain, tout simplement. Ouais. Fait que nous, quand on s'y déplace, ben, on va pouvoir en créer des avalanches, puis parce que tu sais, s'il y a une avalanche naturelle, euh, on va juste pouvoir la voir en y retournant. C'est pas très grave, tu sais, mais si c'est quand on est impliqué dedans que là, il y a euh, l'accident d'avalanche qui est possible. Je suppose Puis, il y a des. Non, vas-y, t'allais continuer. ouais, ben, j'allais juste dire, ça prend pas une très grosse pente, là. Ça peut être surprenant. Euh, Ça peut être, tu sais, on a une photo justement qu'on utilise dans certaines cliniques qu'on fait. Euh, c'est dans la cour d'école de l'école à Sainte-Anne-des-Monts, là, juste en arrière, il y a comme une petite corniche qui se crée, une petite pente de neige de quelques mètres, là. Puis cet endroit-là, tu sais, on a une photo d'une avalanche qui s'est reproduite là. Mais C'est fou. c'est sur à peine 5 mètres, là, tu sais. Fait Ouais. que ça prend juste les trois ingrédients euh, pour qu'il y ait une avalanche. Tu sais. Fait Ouais. qu'après ça, s'il y avait eu, par exemple, euh, des enfants qui seraient en train de jouer en dessous de ça, ben, ça aurait pu être l'élément déclencheur qui déclenche une avalanche si toutes les conditions étaient propices, ce qui est quelque chose qui se déclenche. Fait que ça, c'est un exemple là, très banal, mais qui pourrait être une tragédie finalement à cause d'une avalanche. Tu sais. Ouais. Puis quand on parle d'une avalanche, là, on revient à la base d'une définition parce qu'on a en tête les images spectaculaires qu'on peut voir dans des vidéos de ski dans l'Ouest. Que, tu sais, je veux dire, c'est une paroi hyper large, c'est un mur qui descend, mais dans tous les cas, tout ce qui se qualifie d'une avalanche, c'est quand c'est une plaque, quand c'est une couche de neige qui se détache de l'endroit où elle était. Puis Mhm. là, ça descend, ça l'entraîne, puis ça ramasse tout ce qui est par là. Là. Ouais, ben c'est ça, exact. Une avalanche de neige, parce qu'il peut y avoir des avalanches de roches, Ouais. mettons. OK. Ben, c'est ça. Fait que là, nous, on travaille avec les avalanches de neige. Ben, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est quand de la neige
dévale une pente, puis qu'elle peut atteindre en fait des vitesses là, jusqu'à 200 km/h et Ah plus ouais. en fait là. Ça Donc a un c'est effet assez d'entraînement, impressionnant. fait que plus elle a d'espace pour pouvoir glisser, quand elle Ouais, part d'en haut d'un sommet à découvert, c'est un chic-choc, ça peut être long avant qu'elle pogne son mur, hein. exact. C'est un effet qui escalade assez rapidement là. Mhm. Ouais, ouais. Puis ouais, non, ben c'est ça, exact. Puis comme tu disais, il y a des causes naturelles, il y a des conjonctures, des différents ingrédients qui mixés ensemble créent ça. Puis après ça, ben, il y a l'humain qui passe par là, qui pratique son sport, puis qui veut se rendre jusqu'au sommet parce que ça va être beau, puis finalement, il surveille pas nécessairement tous les ingrédients, puis que là, il vient créer cette avalanche-là. Mhm. Dans un hiver m- moyen au Québec, dans les Chic-Chocs, combien d'avalanches peuvent être créées par des humains qui jouent dans le bois? Ouais, il pourrait y en avoir, tu sais. C'est sûr qu'on n'a pas des yeux partout, il y a pas on n'a pas les rapports de toutes les avalanches qui se produisent parce que la communauté, nous, on l'encourage à partager Ouais. le plus possible sur une plateforme que tout le monde peut utiliser afin de justement mieux planifier sa propre sortie là, dans l'arrière-pays. Euh, Combien, tu sais, ça peut, nous, mettons, on peut en répertorier une trentaine Ah ouais. facilement, tu sais. Ça va dépendre des hivers. Ça va dépendre de. Tu sais, si on prend l'hiver dernier puis l'autre hiver d'avant, on a eu quand même les deux pires hivers en Gaspésie Ah ouais. En termes qui se d'avalanche? sont. En termes d'enneigement, en fait. OK. Qui se sont relancés un après l'autre. On avait eu le pire il y a 2 ans, on en a eu encore pire l'année dernière. Par contre, quand il y a une tempête, comme il y a eu en mars dernier, à peu près autour du 22 mars, là, il y a eu quelque chose comme plus ou moins 60 centimètres de neige qui est tombée. Ben là, c'est sûr que tout le monde a envie d'aller jouer dehors. Fait Ouais. que c'est sûr que là, s'il y a plus d'utilisateurs, ben, par conséquent, il y a plus de dangers, plus de risques. Fait qu'on va pouvoir, il y a un potentiel qu'on observe ou qu'on entende parler d'un incident pendant ces épisodes-là, tu sais. Ou mettons, les fêtes ou la semaine de relâche. Ces moments-là qui sont un peu plus chauds, surtout s'il y a une tempête juste avant ou pendant des bonnes chances qu'on entende parler de quelque chose ou qu'on en voit ou parce que tu sais, il y a les avalanches que les gens déclenchent, qui est un peu plus rare, somme toute. Mais il y a ceux qu'on va voir aussi quand on va se réveiller le matin, aller sur le terrain, puis on va en voir qui ont été déclenchés déjà, tu sais. Ouais. On sait pas, tu sais, on sait pas tout le temps comment elle a été déclenchée. Souvent, c'est de façon naturelle. Ou des fois, c'est la journée d'avant, les gens qui étaient là, ils l'ont déclenché, tu sais. Ouais. Euh, mais tout ça pour dire, cet événement-là, en mars qui est arrivé, ben, il a laissé lieu à une tragédie quand même. Mhm. Euh, il y a 3 motoneigistes qui ont perdu la vie là, sur la même avalanche. C'était le 26 mars dernier. Puis, euh, juste pour rentrer un peu dans le sujet, tu sais, cet endroit-là, c'est pas un endroit que, en tant que skieur ou planchiste, on aurait vu cet endroit-là, puis on serait pas nécessairement allé jouer sur cette pente-là. Fait que tout ça pour revenir au départ, que ça prend pas la plus grosse pente pour créer un événement comme ça. Ben là, c'était un endroit, tu sais, que les motoneigistes, par exemple, eux, c'était propice pour eux, c'était proche du sentier. Ils sont allés jouer là pendant un moment. Probablement que c'était vraiment trippant, tu sais, en motoneige. Puis bon, ben l'accident est arrivé. Un accident, c'est un accident, tu sais, ça pardonne pas. Fait que peu importe ce qui est les circonstances qui entourent ça, c'est arrivé. Tu sais. Puis après ça, bon, ben il y avait le terrain qui était encore plus propice à ce que ces gens-là soient ensevelis sous des mètres de neige. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des dépressions, il y avait un ruisseau dans le fond de tout là où l'avalanche s'est déposée, là où ça s'est arrêté. Ben, tu sais, il y a des gens qui ont été retrouvés en dessous de 1,8 mètres de neige, par exemple, ce qui est énorme. Pas de Euh, chance il n'y a pas de chance de survie à 1,8. Je veux dire, c'est de la ben, neige qui est non seulement qui est compactée, je veux dire, vu qu'il y a une mhm. avalanche, il y a la gravité qui fait son œuvre, puis ça doit compacter quand ça finit par stopper dans le fond du ruisseau, là. Ouais, puis c'est pas qu'il n'y a pas de chance de survie, mais OK. c'est ça. C'est que là, il restait une personne qui n'était pas ensevelie, il était Ouais. 4, dans le fond. Euh, Puis il n'y avait pas d'équipement de sauvetage autonome. Fait que Mhm. c'est pour ça que, tu sais,
nous, notre travail, une grosse partie de notre travail chez Avalanche Québec, c'est de faire la promotion de la sécurité finalement, puis d'éduquer les gens, d'informer les gens à c'est quoi leurs ressources, c'est quoi est-ce qu'il y a des cours disponibles, est-ce qu'il y a tu sais, nous, on va faire plein d'activités de sensibilisation de toutes sortes, mais surtout aussi, tu sais, savoir comment se servir du matériel avec lequel on part, qui est le matériel nécessaire pour réaliser un sauvetage autonome. Fait que ça prend, tu sais, en fait, mettons, de un, ça prend plus qu'une personne dans le groupe. Ça, si t'es tout seul, ben, Tu pars tu pas sais, solo. t'es tout seul. Ouais. Il y en a qui le font, puis je l'ai déjà fait personnellement. Tu sais, c'est pas que tu pars pas, c'est que là, tu vas changer vraiment ton approche puis ton mindset. T'es mieux de rester plus conservateur à ce moment-là, tu sais. Mhm. Pas de Le but, prise de c'est de risque. revenir puis de retourner puis de faire ça pendant 125 ans. Ouais. Voilà. Exact. Puis, fait que là, mettons, l'important, c'est oui, d'avoir cet équipement-là, mais de savoir s'en servir, ça, c'est aussi super important parce que il y a beaucoup de personnes qui entendent parler des Chic Chocs, ça prend ça. OK, mais pourquoi ça le prend? Peu importe les raisons, il y a des avalanches au Québec. Oui, OK, dans les Chic Chocs, c'est là qu'il y en a le plus. Oui, pourquoi? Parce qu'on va y jouer, justement. Euh, mais si je m'en vais me louer un kit, dans une boutique, que je m'en vais faire 5 jours dans les Chic Chocs, je l'ai dans mon sac, puis je me sens en sécurité, c'est un faux sentiment de sécurité. Ouais. Idéalement, on l'a, puis on sait tout comment s'en servir, les 3 personnes dans le groupe, les 5 personnes dans le groupe, parce que si l'incident arrive, puis qu'on n'a pas mitigé le plus possible les risques déjà en partant, ben, ça se peut qu'on se retrouve avec 2 personnes, 3 personnes ensevelies, puis que les 2 autres personnes, ben, en situation d'adrénaline et de panique, ben, qui savent pas comment se servir de leurs outils, qui auront finalement jamais appris à s'en servir. Fait que c'est super important de partir avec ces 3 choses-là, mais d'être éduqué. Puis ça, c'est la valeur la plus importante. Parce que plus on a de connaissances dans ce milieu-là, plus on va être autonome, puis plus on va prendre des décisions qui représentent notre groupe ou notre propre personne. Puis il faut pas avoir peur de communiquer, ça c'est sûr, ça c'est full important. Ça va tout se jouer dans la prise de décision au final. L'important, c'est de revenir, tu sais, à la fin. Puis c'est facile de se faire emporter dans un milieu qui est emballant, tu sais. Mhm. On est parti pour ce qui est de la grosse poudreuse. C'est ça qu'on recherche. Fait que c'est facile de se laisser emporter. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre des décisions qui sont représentatives de notre groupe, de notre niveau. Puis, il n'y a rien d'autre que l'expérience, le build-up de tout ça à travers le temps qui va faire la différence. Puis, c'est pas parce qu'on a le plus d'expérience qu'on est complètement à l'abri non plus, vraiment pas. Tu sais, plus on est expert, plus on est professionnel. Euh, J'aurais tendance à dire pas plus on est à risque, mais on pourrait être à risque de faire des choses plus challengeantes dans lesquelles on se sent confortable, mais que finalement il est moins déçu puis qu'on prenne un risque malgré tout, tu sais. Ouais. Non, c'est clair. Puis on s'est éloigné du sujet du trail en parlant d'avalanche parce que Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a énormément de similitudes. Je veux dire, on peut pas créer quelque chose dans la nature en plein été, en courant, qui se compare à une avalanche, mais ça demeure que tout ce que tu dis depuis tantôt, c'est c'est de pas être trop téméraire. De calculer notre prise de risque, de partir avec un équipement qui est optimal pour ce qu'on veut faire, mais de savoir gérer cet équipement-là. Mais ma question, c'est la suivante. En trail, il y a de plus en plus de monde qui se mettent au ski de backcountry. C'est un fait, on voit les statistiques. Il y a Mhm. beaucoup de monde qui s'y mettent. Beaucoup de monde qui s'y mettent veut dire beaucoup de débutants. Des gens vont aller se faire les dents peut-être dans des centres de ski. On monte, on descend le Mont-Saint-Anne à Québec, c'est bien. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui vont entendre parler des Chic-Chocs, qui vont entendre parler de ces zones qui sont plus reculées, l'attrait de la poudreuse, l'attrait d'aller tester, l'attrait de... Je veux dire, les médias sociaux, c'est un côté extrêmement positif, c'est-à-dire nous montrer tout ce que les autres font, puis de voir, OK, un tel est allé voir, OK, je vais aller voir son travail, il est passé par où pour tel endroit, puis là, est-ce que tu es mieux d'aller aux mêmes places que ce qui Félix fait? Je dis n'importe quoi, je lance un nom comme ça, mais c'est un gars qu'on suit qui est dans les Chic Chocs, qui semble faire des sorties de ski hallucinantes, mais
mon point est, beaucoup de monde peuvent être emballés, comme ce que tu disais tantôt, puis ça part d'un sentiment qui est extrêmement positif, mais faut y aller étape par étape. Toi, en tant que skieur, mais surtout en tant que spécialiste des avalanches pour Avalanche Québec, est-ce que les gens devraient aller chercher de la formation? Est-ce que les gens devraient se former en ligne? C'est quoi le Avalanche 101 que tu recommandes à quelqu'un qui a cet attrait-là d'aller jouer dans du backcountry, dans des zones qui sont beaucoup plus excitantes peut-être que ton centre de ski local, mais beaucoup Mhm. plus à risque là, nécessairement? Ouais, vraiment bonne question. Puis il y a plusieurs réponses à cette question-là. On va y aller comme ça, mais déjà de savoir descendre, c'est un atout. Puis je m'explique dans le sens que c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de monde à travers ma pratique, à travers peu importe la pratique de plein de gens, on a pu comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent à ce sport-là des fois, euh, peu importe l'âge, puis c'est vraiment correct. Euh, Par contre, de savoir descendre avant, fait que d'avoir grandi dans un centre de ski ou d'aller tester avant un peu son matériel dans un petit centre de ski local, peu importe, ça peut vraiment faire la différence parce que quand on arrive dans les chic-chocs, tu sais, la barrière impénétrable, ben, elle se retrouve l'hiver quand tu arrives dans la neige, puis que là, tu as des conditions vraiment variable au niveau de la neige que tu vas skier. Ça se peut que ce soit pas tout le temps de la poudreuse. Ça se peut qu'il y ait des croûtes de glace à travers tout ça. De la neige dure à un moment, durcie par le vent ou peu importe l'événement. À un moment donné, tu tombes dans la poudreuse, puis là, oups. Fait qu'il faut que tu sois prêt à toutes ces variabilités-là, mais néanmoins, ça n'empêche que tout ça est vraiment challengeant. En plus, tu es dans la forêt. Ouais. Fait que, tu sais, si déjà t'es pas confortable dans les sous-bois dans un centre de ski, euh, ça peut être un enjeu de plus à tout ça. Fait que, en fait, il y a vraiment une énorme différence là, à skier dans un centre de ski. Puis même, tu le remarques, même si tu es bon au centre de ski puis que tu en fais depuis toujours, aussitôt que tu vas arriver dans l'arrière-pays, il va y avoir une différence. Mhm. Tu vas vraiment apprendre à la gérer plus rapidement, par contre. Ouais. Fait que déjà, ça serait la première réponse, parce que l'arrière-pays pardonne beaucoup moins. Sinon, c'est d'aller à des endroits beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus balisés. Il y a des endroits, euh, j'en ai un qui s'appelle le Ernest Laforce, par exemple, sur dans le parc de la Gaspésie. Ben, cet endroit-là est très débutant. Par contre, au niveau de la navigation, on peut quand même se perdre. Mais c'est un autre aspect. Fait qu'il y a un niveau de préparation qui est quand même, qui demeure important. Sauf que si on veut s'initier, ça peut être un meilleur endroit. Fait que choisir des endroits plus adaptés, tu sais, ça pourrait être une bonne pratique. Après ça, si on veut commencer à apprendre à savoir qu'il y a un danger inhérent face aux conditions puis aux avalanches, ben là, il y a des cours de sécurité en terrain avalancheux qui existent. Niveau 1, niveau 2. Donc, il y en a un qui c'est 2 jours, un peu de théorie, une journée de pratique avec le matériel que j'ai parlé Mhm. tantôt, que j'ai pas nommé. En fait, c'est un détecteur de victimes d'avalanche, une pelle puis une sonde. OK. Un détecteur de victimes d'avalanche, dans le fond, les gens le portent. Quand tu commences ta journée, tu l'allumes en mode émission. Puis là, tu émets des ondes toute la journée. Puis à la fin de la journée, tu peux l'éteindre. Mais en fait, ça fait en sorte que si tu te fais ensevelir, ben, tous tes amis qui sont pas ensevelis pourront te trouver en basculant sur le mode recherche. OK. Fait que En ta gros, c'est sonde peut ça. switcher en mode recherche, puis ton émetteur, je veux dire, tu peux Ouais, changer le sens, puis finalement, il va aller à la recherche des ondes qui sont émises par quelqu'un qui est sous la neige. exact. Fait que OK. grâce à cet appareil-là, Ouais. puis aux deux autres outils, tu vas être capable de trouver, cibler et finalement excaver avec une pelle Mhm. cette personne-là. Donc, ça, c'est les trois outils de base. Ça, on apprend à faire ça dans un cours de sécurité en terrain avalancheux de niveau 1. Puis on apprend toutes les ressources autour de ça. Fait que comment lire un bulletin d'avalanche, par exemple. Ça, c'est ce que nous, on fait chez Avalanche Québec. En fait, à tous les jours sur le terrain, dès le 1er décembre, si les conditions sont déjà propices, nous, on est sur le terrain du 1er décembre jusqu'au 30 avril, là, avec une équipe de deux, combinée d'un technicien et d'un prévisionniste, qui vont sur le terrain à tous les jours pour aller chercher des données sur le manteau neigeux, qu'on combine à tout ce qui se passe au niveau de la météo,
qu'on observe avant et après, euh, puis qu'on crée un produit final qui est le bulletin d'avalanche, où on peut y retrouver vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne le danger d'avalanche, en ce qui concerne le manteau neigeux. Donc, le manteau neigeux, rapidement, c'est de A à Z, donc du sol jusqu'au dessus là, de la neige. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Puis est-ce qu'il y a des choses à plus craindre ou plus vérifier? Est-ce que tout est beau? Fait qu'on on fait comme un petit résumé de ça. Parce qu'au Euh, final, mettons, j'essaie de l'imaginer, tu sais, ça reste que mhm. la neige se dépose en différentes croûtes, puis tu sais, tu coupes un banc de neige, c'est capable de voir les différentes accumulations qu'il y a eu. Si à un moment donné, il y a eu un peu de verglas à travers, tu vas voir ta couche de glace, puis Ouais. après ça, vous faites l'analyse de tout ça à tous les jours, puis de voir, OK, là, on a tous les ingrédients propices à ce que cette croûte-là se détache. Donc, faisons Mhm. attention. Fait que quelqu'un qui s'en va faire Mhm. un voyage de backcountry devrait consulter votre rapport tous les matins. C'est c'est exactement ce qu'on propose, là. Tu sais, en fait, c'est un one-stop shop d'informations que si tu arrives, tu l'as bien nommé, si tu arrives, peu importe de la région que tu arrives à travers le Québec, mais t'es pas des Chic-Chocs. Tu arrives pour un trip de 5 jours dans les Chic-Chocs, tu vas voir le bulletin d'avalanche, puis tu as une idée de ce qui se passe au Mhm. niveau du manteau neigeux, de la météo à venir, de la météo des derniers jours, même au niveau de l'activité avalancheuse qu'il y aurait pu y avoir à travers l'hiver, Ouais. ce qui est un très gros indice de danger d'avalanche. Euh, Fait que tout ça, ça donne vraiment une bonne page d'information, facile à lire une fois qu'on sait comment la lire, tu sais. Ouais. Euh, Fait que à travers un cours de sécurité en terrain avalancheux de niveau 1, on apprend à lire le bulletin d'avalanche super bien. Sinon, ben, tu sais, demander à plein d'amis, sûrement. C'est rare qu'on va tout seul dans les chic-chocs sans qu'il y ait un ami qui sache déjà c'est quoi. Euh, Fait que de prendre le temps de faire ces choses-là, tu sais. Euh, Puis après, tu sais, il y a pas non plus une mauvaise approche. J'aurais tendance à vouloir dire ça aussi parce que de la façon que moi j'ai commencé en étant complètement inconscient de tous les dangers d'avalanche. Fait que j'étais dans l'ouest, je faisais mes choses à partir du centre de ski, on s'écartait, on faisait quelque chose qui s'appelle du slack country, si on veut. Ça s'appelle, c'est quand tu pars du haut de la chaise, puis tu peux aller Mhm. en dehors des sentiers finalement, en dépassant la corde. Puis là, tu tombes en terrain avalancheux. Fait que nous, on faisait ça sans équipement, sans sac, avec des vêtements, des gros vêtements de freestyle non adaptés. Puis on se pensait invincible, puis on faisait ces choses-là comme ça, de façon très inconsciente. Puis aujourd'hui, mettons, après, en fait, 1 an plus tard, quand j'ai suivi mon premier cours d'avalanche, j'ai quand même un peu réalisé tout ce qu'on m'avait fait cette année-là. Mhm. Euh, Puis tu sais, heureusement, genre, il n'y a pas eu d'accident ou je suis pas mort de ça. Fait que ça a été un énorme apprentissage pour ma part. Euh, Fait que c'est pour ça que je veux dire aussi qu'il n'y a pas de mauvaise façon de commencer. Par contre, il y a des meilleures façons de commencer. Quand on parlait entre elles, tu sais, les étapes, là, dans le sens que il y a des gens qui vont progresser hyper vite d'une distance, il y a des gens qui vont prendre le temps de monter d'une distance à l'autre. On s'entend que le pire qui peut arriver, c'est de pas être prêt puis d'avoir la bonne idée d'abandonner quand ça va pas. Tu sais. J'ai l'impression Ouais. qu'en trail, si tu sautes une étape, puis tu dis j'ai fait un 65 à Ricana, l'année prochaine, je m'en vais sur un 100 000. Ça se peut que ça passe. Il y a du monde pour qui ça passe, puis Mhm. c'est correct. Ça se peut que ça passe pas. Le pire qui peut arriver, autre exception, c'est que ça passe pas, puis qu'après 80 km, 100 km, tu tires la plug, puis ça finit là. Mhm. Il y a des conséquences, mais c'est quand même pas des conséquences sur ta vie, ou très, 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 très rarement. Dans le cas de l'avalanche, j'ai l'impression que de sauter les étapes, c'est une autre game de danger, parce que là, Mhm. sauter les étapes, d'aller trop vite, puis être un peu plus, avoir faim, puis d'aller un peu plus loin que ce que tu penses que tu peux faire. Mais garde, il fait beau aujourd'hui, les conditions sont malades. Je suis ici, j'ai 1 semaine de congé, je suis dans un chic-choc. Je peux pas croire que j'irai pas faire tel sommet. Tu sais, d'avoir ce edge-là supplémentaire, ben, ça peut te coûter ta vie. Je veux dire, la part de risque est pas mal plus grande en terrain Exact. avalancheux, hein. Définitivement. Puis dans les chic-chocs aussi, tu sais, une avalanche, le danger n'est pas nécessairement de se retrouver enseveli euh, puis de mourir asphyxié par l'avalanche, tu sais, ou plutôt par le manque d'air. Mais
c'est plutôt aussi, il y a beaucoup d'obstacles. Dans les Chic-Chocs, il y a vraiment beaucoup d'arbres ou des roches, peu importe. Tu sais, on a moins l'effet alpin réel, comme dans l'Ouest canadien, par exemple, ou dans les Alpes, où ce que c'est complètement dénudé d'arbres, qu'il y a des mètres et des mètres de neige, puis que là, le plus grand danger qui plane dans ces endroits-là, c'est d'être enseveli euh, profondément ou pas, mais d'être enseveli. Alors que dans les Chic-Chocs, c'est d'être déporté par, tu sais, ça peut être la plus petite avalanche qui va te faire perdre pied, perdre le contrôle de ta descente, puis tu vas dégringoler assez rapidement, puis frapper un arbre, puis là, ça peut être un trauma finalement qui s'ensuit, puis c'est ça qui guette tout le monde qui s'aventure dans l'arrière-pays à ce moment-là. Ouais. Ouais, fait que c'est vraiment tout ça, c'est à prendre en considération. Puis ben, c'est ça, rajouter au fait que ici, les secours, en fait, sont relativement inexistants. Ben, c'est à considérer, tu sais, où est-ce que je m'en vais, quel risque je suis prêt à prendre. Ouais. Puis décider de descendre quelque part, ça peut faire la différence entre revenir et pas revenir, tu sais. Ouais. T'es loin, t'es reculé, t'es seul face aux éléments, seul ou en petit groupe, mais ça demeure que l'avalanche, tu sais, on dit souvent, hein, la montagne a toujours raison, la montagne a toujours raison, mais ça reste Mhm. que c'est vrai, puis il faut se le rappeler, tu sais. Vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que c'est seul ou en petit groupe, ben, tu sais, mettons en petit groupe, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être. On parle du sauvetage autonome, ben c'est ce qui prime, tu sais, à ce moment-là. Puis c'est pas seulement d'être capable après ça de faire toutes ces opérations-là, de trouver sa victime, de la cibler, de l'excaver. Après ça, s'il y a quelque chose d'autre, une fois que tu l'as excavé, ben, il y a les premiers soins qui arrivent, puis Ouais. probablement une évacuation où ça va demander d'appeler les secours externes puis d'attendre vraiment longtemps. Fait que c'est d'être prêt à plusieurs choses. C'est pas juste le danger d'avalanche. C'est pour ça que je disais, tu sais, on a un sac de 40 litres, ben, il n'y a pas juste notre pelle, notre sonde puis notre DVA qui fait en sorte qu'on a ce sac-là. Il y a tout plein de matériel, tu sais. Ouais. Ben, Ouais. c'était vraiment intéressant, Anthony, de plonger à travers ce sujet-là que je connaissais pas du tout, mais que tu as très bien éclairé parce que, encore là, il y a plein de parallèles à faire avec le trail, mais il y a beaucoup de monde qui pratique le trail, qui pratique aussi le ski de le ski de backcountry. On a vu, post-pandémie, un gain de popularité assez intense pour le ski de rando, le ski mo, toutes ces Ouais. déclinaisons-là. Puis, je pense que n'importe qui fait un peu de trail, qui aime jouer dans le bois, va vouloir à un moment donné prendre la traque du ski de backcountry puis d'aller dans ces zones reculées-là parce qu'on aime donc la montagne, on aime donc la nature, mais il y a un facteur non négligeable à tenir en compte, puis c'est les avalanches. Puis, je Mhm. pense qu'Avalanche Québec est là pour outiller les gens, puis toi, tu été là pour nous éclairer un peu ce sujet-là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté là, qui, tu sais, elle explose d'année en année, cette communauté-là. Euh, puis je pense que l'important, c'est de créer un gros réseau de partage à travers tout ça. Tu sais, il y a plein de plateformes qui existent pour partager son information. Puis ça devient vraiment important au moment où justement tu planifies une sortie dans ces coins-là. Ouais. Puis par là, c'est le moment plug parce que tu es un spécialiste de l'avalanche, mais tu as aussi un podcast sur le sujet. Fait que si les gens, ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, Mhm. ça leur a mis, ça leur a donné le goût d'en apprendre davantage. Parle-nous de ce projet-là. Puis je pense qu'en même temps, c'est le 25e d'Avalanche Québec. Et en plus, c'est le moment, c'est pas un épisode commandité, là. Le but, c'était de te jaser de tous ces sujets-là. Mais là, je me dis, regarde, je te fais la table, je te mets la table. Parle-nous Ben de ce oui, projet-là. ben oui, exact. Fait que, tu sais, notre 25e anniversaire chez Avalanche Québec, on a décidé de fêter ça à travers toute notre série d'événements qu'on organise à chaque année, des événements de sensibilisation de différentes natures, que ce soit une tournée de films euh, qui a eu lieu en début décembre, ou plusieurs, une série de pub quiz un par mois. On a décidé de faire ça un peu plus local aussi, puis d'être un peu plus présent au niveau de notre communauté dans les Chic Chocs. Fait qu'on va aller faire un événement euh, au bowling une fois par mois, tu sais, par exemple. Après ça, j'ai décidé de développer. On a une journée de sensibilisation aux avalanches aussi qui revient à chaque année. On va tout un peu rehausser chaque événement si on veut. OK.
être plus présent. On a en avril, début avril, on a une course qu'on va faire en fait, une petite course qu'on n'a pas encore exactement la formule finale en ce moment. Par contre, on peut faire ça à un petit centre de ski local. Euh, et ça va être une course soit en splitboard, en ski hors-piste, probablement même en souliers de course. Donc, ça, c'est pour être le plus inclusif possible, avoir le plus de gens de la communauté, rassembler, euh, justement essayer de connecter avec la communauté de coureurs, si on veut, mais tout le monde Ben oui. à travers leur piste, les gens qui fréquentent l'arrière-pays. Fait que finalement, ben, c'est ça, on a diverses activités qu'on va amener à travers la saison. Puis j'ai ma saison 2 du podcast Facteur Avalanche qui a débuté en décembre. Fait que ça s'est bien lancé l'année dernière avec 4 épisodes. On reprend cette année avec plus ou moins un épisode par mois. Yeah. Et, euh, et on essaie d'avoir des sujets à chaque fois qui sensibilisent sur différentes façons d'approcher le danger d'avalanche définitivement, ou différentes pratiques dans le sport ou des sports connexes. Donc exact, vous pouvez aller écouter ça, Facteur Avalanche, si ça vous intéresse. Très intéressant. Avant qu'on se laisse, avant qu'on passe aux questions avec Claire Nac, qui est toujours le moment de la fin de l'épisode, on a parlé de ton parcours de trail, on a effleuré l'UTMB. Ton premier 100 miles, tu l'as fait sur l'UTMB, 170 Ouais. km autour du Mont-Blanc. Ton deuxième 100 miles, ça a été le QMT 100 000 l'an dernier, la dernière édition de cette épreuve-là. Est-ce Ouais. que le jamais 203 s'applique ici? Est-ce que tu regardes pour éventuellement faire un troisième 100 miles? Ouais, certainement. C'est une distance que j'adore. Tout ce qui est autour de 100 km, j'adore aussi. En fait, j'aime toutes les distances. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que chaque coureur est comme ça, chaque personne qui court. Euh, les 100 miles, il va en avoir d'autres, absolument. J'en ai dans ma mire, ça c'est sûr. Euh, ouais, tu sais, je te dirais rapidement, là, juste pour faire un petit retour là-dessus, que le QMP, je l'ai trouvé plus difficile que l'UTMB. Ah ouais. Parce que l'UTMB, dans ma tête, de un, c'était sûr que je le terminais pas, que je le terminais, à moins que j'ai une blessure, mettons. Euh, Puis pourquoi aussi? Parce que c'est des paysages grandioses tout le tour, tu sais. Fait que L'expérience j'avais d'une vie, c'est une des courses qui a le moins de taux Mhm. d'abandon parce que justement, les gens s'y préparent, mais voyagent de partout dans le monde, rêvent de cette course-là depuis toujours. Fait que quand t'es rendu, t'es prêt à pas mal pour te rendre jusqu'au bout, là. Exact, c'est ça. Tandis que le QMT, ben, il était vraiment le fun, mais c'est ça, j'ai eu un petit peu plus de moments difficiles dû au fait que le sentier, parfois, il est moins grandiose, même si c'est tout aussi une super belle expérience de trail, là, tu sais. C'est sûr que quand t'es dans le dur, puis devant toi, t'as le Mont Blanc dans ta face, t'es en voyage, t'es à l'autre bout du monde. Peut-être que des fois, quand t'es dans le dur, ça aide à en ressortir. Quand t'es dans le dur, en plein milieu du Sentier des Caps, en pleine nuit, il Mhm. n'y a pas grand-chose qui peut se passer pour te remonter à part ta propre capacité à te remonter, là. Non, c'est ça, exact, exact. Ouais, Malheureusement, puis, c'est vrai pour à peu près toutes les courses sauf l'UTMB. Non? ouais, c'est ça. Puis peut-être que j'aimerais me lancer sur des courses même plus longues, là, tu sais. OK. J'aime bien regarder suivre la chaîne de Jeff Pelletier. Ouais. Pour l'intéressant de peut-être faire des distances encore plus imposantes avec l'aspect encore plus euh, gestion du corps finalement, puis Ouais. des intempéries, là. Ben là, il Donc y ça, ça a peut être Sinister, intéressant. l'organisation de l'Ouest, qui faisait le Sinister 7, la Canadian Death Race, qui ont fait le premier 200 miles au Canada, qui s'appelait The Divide. Je pense qu'il y a eu 2 éditions à date. Ils viennent Mhm. d'annoncer fin novembre que ils ont 2 événements en Ontario. Fait que les 200 miles s'approchent tranquillement du OK. Québec. On n'en a pas encore, en tout cas, au moment où on enregistre, il n'y a toujours pas d'annonce d'un 200 miles au Québec, mais Ouais. de Sinister, l'organisation, va avoir un 200 miles dans
dans le coin du lac supérieur, je pense que c'est dans le coin de Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Puis on a aussi annoncé une course par étapes. Fait que ceux qui sont friands de ces longs défis-là, ça sera peut-être pas les défis les plus montagneux, mais je pense que ça va être assez sauvage selon ce que je voyais des territoires qu'ils font. Fait que ça se rapproche tranquillement C'est ça. de la Beast Coast puis du Québec. Hein. Vraiment intéressant. Mm. Moi, petite parenthèse, il y a un de mes amis en ce moment qui me talonne vraiment pour faire des courses d'orientation avec lui. Ouais. Il est super fort en ce moment. Il fait vraiment des belles performances à chaque fois. Un bon crinqué avec qui je travaille et avec qui j'évolue dans ce milieu-là, là. Donc, ça se peut qu'il réussisse à me convaincre l'été prochain. À suivre, je lance une petite lueur d'espoir comme ça pendant le podcast. Ben, il le sait, mais il essaye à chaque fois de nous convaincre, là. Ouais, puis sinon, ben, c'est ça. Comme je disais tantôt, j'ai d'autres courses dans la mire. Ben, je me suis inscrit à la Western States avec 8 tickets. Fait on espère, mais on sait jamais, hein. Ça se peut. Ça se Après peut. ça- Au moment où l'épisode va sortir, tu vas savoir si tu fais la Western State cette année. En fait, on pourrait même déjà parler de C'est vrai. Anthony, comment ça fait d'avoir été pigé pour la Western State? On lance ça dans l'univers, parle-nous-en. Ouais, ben, ma bête noire, c'est les tracés très roulants. Donc, OK. C'est un bon défi. ouais, exact. Moi, j'excelle plus dans le technique. Mais voilà. Ben voilà, mais c'est une course, je pense, à essayer. Je veux dire, c'est un bucket list pour n'importe quel coureur d'aller sur ces territoires, ce territoire mythique-là, ces sentiers-là qui sont assez mythiques dans notre sport, là. Exactement. On a les tickets, on va les essayer jusqu'à temps qu'on les ait plus. Puis... Voilà. Puis en Ouais. même temps, maintenant, on peut plus ne plus les avoir. C'est la beauté, ils ont changé leur système, fait que c'est pour toujours. Tu peux les cumuler. Ben oui. Avant, si une année t'arrêtais de cumuler, tu recommençais à zéro, là, c'est plus le cas. Fait que On en je pense profite. que c'est ce qui fait aussi que c'est devenu beaucoup plus difficile aussi à être pigé. Là. J'avais partagé ça, je pense, en Ouais. story. C'est mon coach, Éric Deshaies, qui m'avait partagé. Lui, il check les stats, il est très analytique, puis il avait vu que à 8 tickets, ce que moi j'ai cette année, en 2017, tu avais 25% de chance d'être pigé. En 2024, tu as 4% de chance. C'est fou quand même. Puis lui, il Ouais. est à 64 tickets. Puis il me semble, c'est genre en 2017, tu avais 100% de chance d'être pigé quand tu avais 64 tickets. Puis là, Mhm. j'ai pas le chiffre devant moi, mais il me semble que c'était en bas de 50% à 64 tickets. Là, c'est 7 années consécutives à faire une course qualificative, à t'essayer à la loterie. Je veux dire, c'est la popularité Ouais. grandissante, puis c'est la beauté du sport. Puis il y a 369 Exact. places, peu important. Fait que c'est pas un événement à 2, 3 000, 4 000 coureurs comme on peut vivre ici des fois au Québec ou en Europe. Fait que c'est la beauté de l'événement. Ça le rend encore plus spécial, je pense, quand ça finit par arriver. Puis chaque année, on a des Québécois qui sont pigés. Puis chaque année, il y a du monde qui sont pigés avec 1, 2, 4, 8 tickets. Fait que ça permet de rêver. Exactement. Écoute, il va peut-être falloir modifier l'enregistrement de l'épisode parce qu'au moment où ça va paraître, tu vas avoir été pigé. Fait qu'il va falloir s'en reparler. Ouais, ça serait incroyable. Anthony, dernière portion de l'épisode, c'est les questions éclair-nac. C'est 10 questions très rapides. 2 éléments que je te mets en opposition. Il faut que tu répondes le plus vite possible. Je rappelle qu'il y a des fastest in on time. Il y a des records. C'est très rapide. C'est toujours en présentiel que ça s'est battu, ces records-là. C'est Yvan Lheureux, Yannick Bernard et Antoine Moses qui ont fait ça en 10 secondes. Chez les femmes, double égalité en 11 secondes pour Emmanuel Salambo de Guara et Sarah Baribeau. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Route ou trail? Très hâte. Sentier roulant ou technique? Technique. Boîte ou racine? Boîte. Été ou hiver? Hiver. Questionnaire choco-noisette ou vanille chai? Vanille chai. Des plus ou des moins? Des plus. Café ou thé? Thé. Caribou ou coyote? Coyote. Ski ou course? Ski. UTMB ou QMT? UTMB. Oh, 17 secondes, c'est très fort, très très fort, Anthony. OK. Pas vu ça Excellent. souvent du 17 secondes par Zoom. Bon. Caribou ou coyote, on n'a pas besoin de l'expliquer, là. J'ai déjà dit assez souvent sur le podcast ce qui s'est passé dans les dernières années à l'UTCC. As-tu déjà fait face à des caribous? J'en ai déjà vu à plusieurs reprises, ouais. C'est assez beau à voir, puis on essaye de les respecter le plus possible à chaque fois qu'on les voit. Mais voilà, c'est ça. C'est un sujet sensible, mais définitif que je préfère avoir affaire aux coyotes qu'aux caribous, comme ça on leur laisse plus leur espace. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça sont tout est fait dans les événements comme l'UTCC pour
protéger ce territoire-là. Puis il y a des alternatives, des parcours. L'autre fois, Audrey de l'UTCC m'expliquait toutes les alternatives selon ce qui peut se passer avec le caribou, selon les règles en place, à quel point on a des plans B, des plans C pour les différents parcours si on devait éviter certains secteurs. Par contre, les plans B, plans C, maintenant, il existe aussi s'il y a des coyotes parce qu'on a eu à le vivre en 2023. Ouais, non, exactement. Une belle épopée en plus, cette édition. On se rappelle que l'édition 2023, c'était l'édition Coyote de l'UTCC, puis là, on pensait qu'on ne pouvait pas topper ça. Puis le 2024, il y a eu un hélicoptère, fait que 2025, on souhaite... Qu'arrivera-t-il? Une avalanche? Écoute, s'il y a une avalanche Miou dans les Chic-Chocs, ça va être un record, pas juste pour l'UTCC, d'après moi. Non, c'est ça. Anthony, un grand merci. Ça a été vraiment le fun comme discussion. Tu nous as amené sur ton parcours qui est super intéressant, mais tu nous as amené sur un sujet qu'on n'avait jamais abordé en 220 plus épisodes de podcast, les avalanches. Merci d'être venu jaser de tout ça. Ben, merci à toi. C'est très réciproque. C'était vraiment le fun de jaser. Puis j'espère que tout le monde va rester en sécurité dans l'arrière-pays, peu importe l'activité qu'on y pratique. Voilà, allons jouer dehors, profitons des grands espaces, profitons de l'arrière-pays, mais faisons-le de manière le plus sécuritaire possible. Puis tu nous as donné des bonnes clés là-dessus. Puis ceux qui s'intéressent, je rappelle ton podcast qui est en ligne. Il y a déjà 4 épisodes de l'an dernier, puis 4 épisodes qui vont se faire aussi cette année sur le sujet. Fait que si vous avez aimé la discussion sur les avalanches, je pense que c'est une bonne occasion d'aller se faire un peu plus sur ce sujet-là. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast. Merci à mes partenaires Liquide, donc Noctem pour la bière et Mox Mocktail pour le sans-alcool. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt. Je rappelle mes souhaits de bonne année à tout le monde. Je pense que ça vaut la peine de finir aussi là-dessus. Bonne année 2025. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.